La nuit de noces, son mari millionnaire prétendait être fatigué. Mais à 2 heures du matin, elle entendit des voix derrière la porte fermée. Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée qui semblait bénir cette journée parfaite. Amélie Rousseau se tenait devant le miroir de la suite nuptiale de l'hôtel Plaza Athénée, ses mains tremblantes ajustant le voile de dentelle qui cascadait sur ses épaules. Sa robe de mariée, une création sur mesure en soie ivoire, épousait délicatement ses formes, et les perles brodées captaient la lumière comme des gouttes de rosée. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura sa mère, Claire, en essuyant une larme. Ses doigts, légèrement arthritiques après des années de travail comme infirmière, arrangèrent tendrement une mèche de cheveux châtains d'Amélie. « Je n'arrive pas à croire que ma petite fille se marie avec un homme comme Thomas Belmont. » Amélie sentit son estomac se nouer. Ce commentaire, elle l'avait entendu tant de fois ces derniers mois. Un homme comme Thomas Belmont, comme si elle ne méritait pas quelqu'un d'aussi riche, d'aussi puissant, d'aussi mystérieusement séduisant. Thomas possédait une fortune colossale dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Des immeubles prestigieux dans le 8e arrondissement, une participation dans plusieurs entreprises technologiques, des investissements partout en Europe. Et pourtant, il l'avait choisie, elle, une simple archiviste de la Bibliothèque nationale de France qui vivait dans un studio de 25 mètres carrés à Montreuil. « Maman, arrête !» dit doucement Amélie, se tournant pour faire face à sa mère. « Thomas m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je ne suis pas. »« je sais, » s'empressa de répondre Claire, prenant les mains de sa fille dans les siennes. « C'est juste que tu le connais depuis si peu de temps. 6 mois, Amélie. Et il reste si secret sur son passé et sur sa famille. » C'était vrai. Thomas parlait rarement de lui-même. Amélie savait qu'il avait grandi à Lyon, qu'il avait perdu ses parents jeunes, qu'il s'était construit seul. Mais les détails restaient flous, noyés dans des réponses évasives et des changements de sujet habiles. Pourtant, quand il la regardait avec ses yeux gris-bleu intenses, quand il caressait sa joue avec cette tendresse presque révérencieuse, quand il murmurait son prénom comme une prière, rien d'autre n'avait d'importance. « Je l'aime, maman », dit Amélie, avec une conviction qui fit taire toutes les objections. « Et aujourd'hui, je deviens sa femme. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Sophie, la meilleure amie d'Amélie depuis le lycée, passa la tête dans l'entrebâillement, son sourire malicieux illuminant son visage parsemé de taches de rousseur. « C'est l'heure, Madame Belmont, » annonça-t-elle avec un clin d'œil. « Ton prince millionnaire t'attend à l'hôtel et il a l'air sur le point de s'évanouir de nervosité. C'est adorable. » Amélie rit, sentant l'anxiété se dissiper légèrement. Elle prit le bouquet de pivoines blanches et de roses anciennes, respira profondément l'odeur enivrante des fleurs et suivit sa mère et Sophie hors de la suite. L'église Saint-Philippe du Roule était décorée avec une élégance sobre. Des arrangements floraux blancs et verts ornèrent les bancs, et les vitraux projetaient des arcs-en-ciel de lumière colorée sur le sol de marbre. Amélie remarqua avec un pincement au cœur que le côté de Thomas était clairsemé. Quelques associés d'affaires, un avocat qu'elle avait rencontré une fois, et Marc, son meilleur ami et témoin. De la famille, aucune trace. Mais quand les portes de l'église s'ouvrirent et que les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent, quand elle vit Thomas se retourner et que son visage se transforma en une expression de pure adoration, tous ses doutes s'évaporèrent. Thomas était d'une beauté saisissante dans son smoking sur mesure. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire carrée impeccablement rasée, mais c'était la vulnérabilité dans ses yeux, les larmes qu'il ne cherchait pas à cacher, qui firent fondre le cœur d'Amélie. Cet homme puissant, qui négociait des millions d'euros sans sourciller, pleurait en la voyant marcher vers lui. La cérémonie passa dans un brouillard d'émotions. Amélie entendit à peine les mots du prêtre. Elle se concentrait sur la main de Thomas serrant la sienne, sur sa voix légèrement rauque prononçant ses vœux. « Amélie, tu es entrée dans ma vie comme une lumière dans l'obscurité. Avant toi, je ne faisais qu'exister. Avec toi, j'ai appris à vivre. Je promets de te protéger, de t'honorer, de t'aimer chaque jour de ma vie. Tu es mon ancre, mon refuge, mon seul vrai trésor. » Quand il l'embrassa, elle sentit ses lèvres trembler contre les siennes et elle sut qu'il était aussi bouleversé qu'elle. La réception se déroula dans les jardins privés de leur nouvelle maison, un hôtel particulier du 16e arrondissement que Thomas avait acheté et rénové pour eux. C'était un lieu magique, avec ses hauts plafonds, ses boiseries anciennes et ce jardin secret caché derrière les murs de pierre où un vieux cerisier en fleurs créait une canopée de pétales roses. Amélie dansa avec Thomas sous les guirlandes lumineuses,
tandis que le soleil se couchait sur Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, et l'air sentait le jasmin et le champagne. Thomas la tenait contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Heureuse, Madame Belmont ?» murmura-t-il à son oreille, sa voix profonde envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Plus que je ne l'ai jamais été, » répondit-elle sincèrement, levant les yeux vers lui. « Thomas, je sais, » l'interrompit-il doucement, posant son front contre le sien. « Je sais, mon amour, moi aussi. » Mais quelque chose dans ses yeux la troubla, une ombre qui passa brièvement, une tension dans ses épaules qu'elle sentit sous ses mains. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, Marc apparut à leur côté. « Désolé d'interrompre les tourtereaux, » dit-il avec son sourire charmeur habituel, mais Amélie remarqua qu'il évitait son regard, fixant uniquement Thomas. « Je peux te parler une minute, c'est important. » Thomas se raidit imperceptiblement. « Ça ne peut pas attendre demain ?»« Non, » répondit Marc d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Amélie vit la mâchoire de Thomas se crisper. Il embrassa son front et murmura « Je reviens tout de suite, mon cœur, promis. » Elle le regarda s'éloigner avec Marc vers la maison, leurs têtes rapprochées en conversation intense. Une inquiétude sourde s'installa dans son ventre. Mais Sophie l'entraîna vers un groupe d'invités, et elle se força à sourire et à profiter de sa soirée. Les heures passèrent dans un tourbillon de conversations, de danses et de toasts. Amélie remarquait que Thomas disparaissait régulièrement, toujours avec Marc ou au téléphone, son visage de plus en plus tendu. Quand leurs regards se croisaient, il lui souriait, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Enfin, alors que minuit approchait et que les derniers invités se préparaient à partir, Thomas la rejoignit. Il semblait épuisé, des cernes sombres sous les yeux qu'elle n'avait pas remarquées plus tôt. « On devrait monter, » dit-il doucement, passant un bras autour de sa taille. « C'est ta nuit, et je veux qu'elle soit parfaite. » Amélie sentit son cœur s'accélérer en montant les escaliers vers leur chambre. Cette pièce magnifique avec ses hauts plafonds, son lit à baldaquin, et la vue sur le jardin illuminé par la lune. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais quand Thomas ferma la porte derrière eux, il s'appuya contre le bois, les yeux fermés, respirant profondément. « Thomas, ça va ?» demanda-t-elle, s'approchant de lui avec inquiétude. Il ouvrit les yeux et lui sourit, mais elle vit la fatigue qui le consumait. « Je suis désolé, mon amour. Cette journée a été épuisante. Je ne m'attendais pas à être si vidée. » Amélie toucha sa joue, sentant la chaleur de sa peau. « Tu veux qu'on attende? On a toute la vie devant nous. » Quelque chose passa dans ses yeux. Du soulagement, de la gratitude. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Il l'embrassa tendrement. « Laisse-moi juste me changer. Je reviens. » Il disparut dans la salle de bain et Amélie s'assit sur le bord du lit, son cœur lourd. Elle n'était pas naïve. Elle avait remarqué les tensions de la soirée, les conversations chuchotées, les disparitions répétées, mais elle avait choisi de faire confiance, de croire en l'amour qu'ils partageaient. Quand Thomas sortit en pyjama, il avait l'air encore plus épuisé. Il se glissa dans le lit et tendit les bras vers elle. Elle se blottit contre lui, sentant son cœur battre fort contre sa joue. « Je t'aime, Amélie », murmura-t-il dans ses cheveux, « plus que tu ne peux l'imaginer. Jamais je ne voudrais te blesser ou te décevoir. »« Je sais », répondit-elle doucement, « je t'aime aussi. » En quelques minutes, sa respiration se fit profonde et régulière. Il s'était endormi, la laissant éveillée dans l'obscurité, fixant le plafond, essayant d'ignorer la petite voix dans sa tête qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Amélie ne dormait pas. Elle était allongée dans le lit conjugal, écoutant la respiration régulière de Thomas, sentant la chaleur de son corps contre le sien. L'horloge antique sur la cheminée égrenait les secondes avec un tic-tac hypnotique. Minuit 30, 1h, 1h30. Elle se tourna délicatement pour observer le visage de son mari dans la pénombre. Même endormi, il semblait tendu, ses sourcils légèrement froncés comme s'il faisait un mauvais rêve. Elle résista à l'envie de caresser son front, de lisser ses rides d'inquiétude. Elle ne voulait pas le réveiller. Il avait dit être épuisé après tout, mais le malaise qui l'habitait depuis les heures précédentes refusait de se dissiper. Quelque chose clochait. Elle le sentait dans ses os, dans la façon dont Thomas avait évité son regard plusieurs fois dans la soirée, dans la tension de Marc, dans ses disparitions répétées. « C'est juste la fatigue », se dit-elle. « C'est le stress d'organiser un mariage. Demain, tout ira mieux. » Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les aspects positifs de la journée. La cérémonie magnifique, les vœux de Thomas qui l'avaient fait pleurer, la danse sous les étoiles.
C'était sa nuit de noces. Elle devrait être la femme la plus heureuse du monde. Puis elle l'entendit. D'abord, ce fut si subtil qu'elle pensa l'avoir imaginé. Un murmure lointain, presque imperceptible sous le tic-tac de l'horloge. Elle retint son souffle tendant l'oreille. Rien. Le silence nocturne de Paris, le bruissement occasionnel des arbres dans le jardin, le lointain ronronnement d'une voiture dans la rue. Puis, à nouveau, plus distinct cette fois, des voix, plusieurs voix, provenant du rez-de-chaussée. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle tourna la tête vers l'horloge. 2 heures du matin. Qui pouvait bien être dans leur maison à 2 heures du matin le jour de leur mariage? Elle se redressa lentement, prenant soin de ne pas réveiller Thomas. Il ne bougea pas, perdu dans son sommeil profond. Elle se glissa hors du lit, ses pieds nus touchant le parquet frais. Le clair de lune entrant par les grandes fenêtres projetait des ombres argentées dans la chambre, transformant le mobilier familier en formes étranges et inquiétantes. Amélie enfila sa robe de chambre en soie, un cadeau de Sophie pour le mariage, et s'approcha de la porte. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Elle tourna doucement la poignée et entr'ouvrit la porte. Les voix étaient plus claires maintenant, masculines, graves, tendues. Elle reconnut l'une d'elles immédiatement, Marc. L'autre lui était inconnue, avec un léger accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Italien peut-être? Ou espagnol? Ne peut pas continuer comme ça, Thomas va exploser, disait Marc, sa voix habituellement légère teintée d'urgence. Il n'a pas le choix, répondit l'inconnu, son ton froid et autoritaire. Il savait ce qu'il acceptait quand il a pris l'argent. Les dettes ne disparaissent pas simplement parce qu'il se marie. Amélie sentit son sang se glacer. Dettes? De quoi parlait-il? Elle descendit l'escalier avec une prudence extrême, s'arrêtant à chaque craquement du bois ancien. Les voix provenaient du bureau de Thomas, cette pièce au bout du couloir dans laquelle elle n'était entrée qu'une seule fois, brièvement, quand il lui avait fait visiter la maison. Une pièce masculine, sombre, avec des bibliothèques remplies de livres en cuir et un imposant bureau en acajou. La porte était entrebâillée, laissant filtrer un rai de lumière. Amélie se pressa contre le mur, son cœur battant la chamade, et risqua un œil par l'ouverture. Marc était debout près de la fenêtre, les bras croisés, son visage habituellement souriant marqué par l'inquiétude. L'autre homme était assis dans le fauteuil de Thomas, parfaitement à l'aise, comme s'il possédait les lieux. Il avait la cinquantaine, élégant dans un costume 3 pièces sombre malgré l'heure tardive. Ses cheveux gris étaient plaqués en arrière, et ses yeux, quand il leva la tête vers Marc, étaient d'un noir absolu et complètement dénués de chaleur. « Combien » demanda Marc. « Combien reste-t-il » L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. 3 millions d'euros, plus les intérêts, bien sûr. Thomas a fait des progrès, je dois l'admettre, mais il reste réticent à compléter certaines de nos transactions. Parce qu'elles sont illégales, répliqua Marc avec véhémence. Tu veux qu'il blanchisse de l'argent, Dante. Tu sais qu'il ne fera jamais ça. Dante. Ce nom résonna dans l'esprit d'Amélie comme une alarme. Elle avait déjà entendu ce nom. Où? Quand? Puis elle se souvint. 2 mois auparavant, elle était passée chercher Thomas à son bureau plus tôt que prévu. Elle l'avait entendu au téléphone, sa voix inhabituellement dure. « Je t'ai dit que je ne ferais plus affaire avec Dante. C'est terminé. » Il avait raccroché brusquement en la voyant, et quand elle avait demandé qui était Dante, il avait évacué la question d'un geste de la main. Juste un ancien associé, rien d'important. Mais cela semblait très important maintenant. « Thomas n'a pas le luxe du choix, » dit Dante en se levant gracieusement. Il était plus grand qu'Amélie ne l'avait pensé, imposant. « Il me doit cet argent, et je récupère toujours ce qui m'est dû, d'une manière ou d'une autre. »« Tu ne peux pas lui faire ça maintenant, » protesta Marc. « Il vient de se marier. Laisse-lui au moins profiter de sa lune de miel avant de... »« Avant de quoi ?» interrompit Dante avec un rire sans humour. « Avant que je ne lui rappelle la réalité, la jolie petite archiviste qu'il a épousée aujourd'hui, elle sait qui elle a vraiment épousé? Elle sait d'où vient son argent ?» Amélie porta une main à sa bouche pour étouffer un gémissement. « Non, 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 ce n'était pas possible. »« Thomas s'est construit seul, » dit Marc, mais sa voix manquait de conviction. « Oui, il a eu besoin d'argent au début, mais il a créé des entreprises légitimes, il a investi intelligemment. »« Avec mon argent, » siffla Dante. « Argent qu'il ne peut pas rembourser aussi facilement qu'il le voudrait parce que, contrairement à ce que sa naïve petite femme croit, la plupart de ces investissements ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés. C'est une façade élaborée, Marc.
Tu le sais aussi bien que moi. Le monde d'Amélie vacilla. Elle s'appuya plus lourdement contre le mur, ses jambes menaçant de se dérober sous elle. Thomas lui avait menti. Tout ce temps, surtout, il trouvera une solution, disait Marc. Il a toujours trouvé des solutions. Donne-lui juste du temps. Le temps, c'est de l'argent, mon ami, répondit Dante en se dirigeant vers la porte. Et Thomas n'a plus ni l'un ni l'autre. Dis-lui que j'attends sa réponse d'ici la fin de la semaine. Soit il accepte de faciliter mes transactions, soit, il serait dommage que sa nouvelle épouse découvre la vérité sur son prince charmant, n'est-ce pas? Les journaux adoreraient cette histoire. Amélie recula précipitamment, cherchant désespérément un endroit où se cacher. Elle se glissa dans l'ombre de l'escalier juste au moment où la porte du bureau s'ouvrait complètement. Elle retint son souffle, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Marc raccompagna Dante jusqu'à la porte d'entrée. Elle entendit des murmures, puis le cliquetis de la serrure. Des pas lourds s'éloignèrent dans la rue. Silence. Puis Marc poussa un long soupir. « Merde !» l'entendit-elle murmurer. « Merde, merde, merde !» Il remonta l'escalier, passant si près d'elle qu'elle aurait pu le toucher. Mais il était perdu dans ses pensées et ne la vit pas, tapi dans l'ombre. Elle l'entendit frapper doucement à une porte à l'étage, la chambre d'amis probablement, puis le grincement d'une porte qui s'ouvre et se referme. Amélie resta immobile pendant ce qui lui sembla une éternité, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. 3 millions d'euros, blanchiment d'argent, des investissements frauduleux. Tout était un mensonge? Non, elle refusait de le croire. Thomas l'aimait, elle le savait. Cet homme qui pleurait en la voyant marcher vers l'autel, qui la tenait contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, ne pouvait pas être un criminel. Il devait y avoir une explication. Mais alors, pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Ses jambes tremblantes la portèrent finalement en haut de l'escalier. Elle s'arrêta devant la porte de leur chambre, la main sur la poignée, hésitante. Devait-elle le réveiller, l'affronter avec ce qu'elle venait d'entendre? Non, pas encore. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre. Elle entra silencieusement dans la chambre. Thomas n'avait pas bougé, toujours profondément endormi, ou du moins, il semblait l'être. Dans la faible lumière, Amélie ne pouvait pas être certaine. Elle se glissa de nouveau dans le lit, mais resta éloignée de lui, son corps rigide. Les heures s'étirèrent dans l'obscurité. L'aube commença à filtrer à travers les rideaux, peignant la chambre de nuances roses et or. Paris se réveillait, les oiseaux chantant dans le jardin, le lointain grondement du métro, les premiers bruits de la circulation, et Amélie, allongée à côté de l'homme qu'elle venait d'épouser, se demandait si elle connaissait vraiment quoi que ce soit de lui. Quand Thomas bougea enfin, s'étirant et se tournant vers elle, elle ferma rapidement les yeux, feignant le sommeil. Elle sentit son regard sur elle, puis la douce pression de ses lèvres sur son front. « Je suis désolé », murmura-t-il si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Pour tout, tu mérites tellement mieux que ça. » Puis il se leva et se dirigea vers la salle de bain, la laissant seule avec ses questions et ses peurs grandissantes. Amélie passa la matinée dans un état de tension insoutenable. Thomas avait pris une douche interminable, et quand il était sorti de la salle de bain, rasé et habillé impeccablement d'un pantalon noir et d'une chemise blanche, il arborait le masque qu'elle commençait à reconnaître, celui du businessman confiant, maître de son univers. Mais elle voyait maintenant ce qu'elle avait ignoré avant, la fatigue profonde dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand il boutonnait ses manchettes, la tension dans ses épaules. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en s'approchant du lit, se penchant pour l'embrasser. Amélie détourna légèrement la tête et le baiser atterrit sur sa joue plutôt que sur ses lèvres. Elle vit la confusion passer sur son visage, suivie d'une douleur fugace qu'il masqua rapidement. « Pas vraiment », répondit-elle honnêtement, se levant et enfilant sa robe de chambre. « J'ai eu du mal à dormir. »« Moi aussi », admit-il doucement. « Écoute, Amélie, je sais que la nuit dernière n'était pas ce à quoi tu t'attendais. Je suis désolé. Je vais me rattraper, je te le promets. » Elle se tourna pour le regarder vraiment. Dans la lumière matinale qui inondait la chambre, il semblait plus jeune, plus vulnérable. Elle voulait désespérément lui poser toutes les questions qui tourbillonnaient dans sa tête. « Qui est Dante? De quoi parliez-vous? Que me caches-tu » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Thomas, » commença-t-elle finalement, « on peut parler, vraiment parler ?» Quelque chose passa dans ses yeux, de la peur. « Bien sûr, de quoi veux-tu parler ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa énergiquement à la porte.
Marc passa la tête dans l'entrebâillement, son sourire forcé ne trompant personne. « Désolé de déranger les jeunes mariés, dit-il, mais son regard était fixé sur Thomas avec une intensité inquiétante. « Thomas, j'ai besoin de te parler, c'est urgent. »« Ça peut attendre, » répliqua Thomas d'un ton sec. « Je suis avec ma femme. »« Non, ça ne peut pas attendre, » insista Marc. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Amélie vit de la peur sur son visage habituellement insouciant. « S'il te plaît. » Thomas serra les mâchoires, puis se tourna vers Amélie. « Je reviens dans 5 minutes. Promis. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle les regarda quitter la chambre, la porte se refermant doucement derrière eux. Pendant un moment, elle resta immobile, fixant le bois ancien. Puis, comme mue par une force qu'elle ne contrôlait pas, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit silencieusement. Les voix venèrent de nouveau du bureau. Cette fois, elle ne se cacha pas. Elle avait le droit de savoir. C'était sa vie aussi, maintenant. Leur vie. Elle descendit l'escalier, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet. La porte du bureau était fermée, mais elle pouvait entendre leur voix élevée. « Il faut que tu lui dises !» criait presque Marc. « Amélie n'est pas stupide, Thomas. Elle va finir par comprendre que quelque chose ne va pas. »« Je ne peux pas, » répondit Thomas, et Amélie fut choquée d'entendre sa voix se briser. « Comment je lui explique que tout ce que je lui ai dit sur moi était un mensonge, que je ne suis pas l'homme qu'elle croit que je suis. Tu es exactement l'homme qu'elle croit que tu es, » contra Marc avec véhémence. « Tu as fait des erreurs, oui. Tu as pris de mauvaises décisions quand tu étais désespéré. Mais tu n'es pas un criminel, Thomas. Tu as remboursé presque tout. Si tu acceptes juste de blanchir son argent sale, l'interrompit Thomas avec amertume, de devenir exactement ce que je me suis juré de ne jamais être? Non. Je préfère tout perdre plutôt que de franchir cette ligne. Alors tu vas perdre Amélie, dit Marc d'une voix dure, parce que Dante ne bluffe pas. Il va tout révéler aux médias. Ton passé, tes dettes, tout. Et quand elle découvrira la vérité dans les journaux plutôt que de ta bouche, elle ne te pardonnera jamais. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que leurs cris. Amélie sentait les larmes couler sur ses joues, mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. « Il doit y avoir une autre solution, » murmura finalement Thomas. « Je vais vendre tout ce que j'ai. La maison, les entreprises, tout. Je trouverai l'argent. » En une semaine, Marc rit sans humour. « Sois réaliste. Et même si tu pouvais, ça ne suffirait pas. Dante ne veut pas juste l'argent. Il veut te contrôler. Il veut un homme riche et respectable pour blanchir ses profits. Tu es son ticket d'entrée dans la légitimité. » Amélie ne pouvait plus en supporter davantage. Elle ouvrit la porte brusquement, les faisant sursauter tous les deux. Thomas était assis à son bureau, la tête entre les mains, et quand il leva les yeux vers elle, elle vit quelque chose se briser en lui. « Amélie, » souffla-t-il, se levant précipitamment. « Depuis combien de temps tu... »« Assez longtemps, » répondit-elle d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas, froide et distante. « Assez pour savoir que tu m'as menti. Surtout. »« Je vais vous laisser, » dit Marc rapidement, se dirigeant vers la porte. Amélie ne le regarda même pas partir. Ses yeux étaient rivés sur Thomas, cet homme qu'elle aimait, cet étranger qu'elle ne connaissait pas. « Laisse-moi t'expliquer, » supplia Thomas, contournant le bureau pour s'approcher d'elle. Elle recula instinctivement, et elle vit la douleur déchirer son visage. « S'il te plaît, mon amour, laisse-moi te raconter toute l'histoire. »« Toute l'histoire » répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu veux dire la vraie histoire? Pas celle que tu m'as racontée pendant 6 mois? Pas le conte de fées du self-made man qui a construit son empire à la sueur de son front? Amélie, je t'en prie. »« Non !» Le cri jaillit d'elle avec une force qui la surprit elle-même. « Tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Tu m'as épousé hier, Thomas. Et la nuit même de nos noces, je découvre que tout était un mensonge. Qui es-tu vraiment ?» Thomas passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Il avait toujours été si contrôlé, si parfaitement composé. Le voir ainsi, défait, aurait dû la satisfaire, mais cela ne faisait que la briser davantage. « Je vais tout te dire, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Tout. Mais tu dois savoir une chose d'abord. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Tout ce que je t'ai dit sur ce que tu représentes pour moi, c'était la vérité. La seule vérité dont j'ai toujours été sûr. Amélie voulait le croire. Dieu, comme elle voulait le croire. Mais comment pouvait-elle faire confiance à un homme qui avait bâti leur relation sur du sable? « Parle, » ordonna-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine, comme pour se protéger de ce qui allait venir. « Dis-moi qui tu es vraiment. » Thomas s'assit lourdement dans son fauteuil, soudain vidé de toute son énergie.
Pendant un long moment, il ne dit rien, fixant ses mains posées sur le bureau. Puis il commença, sa voix basse et monotone, comme s'il récitait une confession. « Tu sais que j'ai grandi à Lyon, ça c'est vrai. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ma famille était pauvre, vraiment pauvre. Mon père buvait, ma mère travaillait 3 emplois pour nous nourrir. Quand j'avais 15 ans, mon père a frappé ma mère une fois de trop. Elle est morte d'une hémorragie cérébrale 3 jours plus tard. » Amélie sentit sa colère vaciller face à la douleur brute dans sa voix. Mais elle ne dit rien, attendant qu'il continue. Mon père s'est suicidé une semaine après. J'ai été placé dans des foyers, puis je me suis enfui à 17 ans. Je suis arrivé à Paris avec rien, pas d'argent, pas d'éducation, rien. J'ai vécu dans la rue pendant 6 mois. Il leva les yeux vers elle, et elle fut frappée par la vulnérabilité absolue de son regard. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre, Amélie. Des choses dont je n'ai pas fier, du vol surtout, des petits vols, rien de violent, mais assez pour avoir un casier judiciaire qui m'empêchait de trouver un travail décent. Comment es-tu passé de ça à tout ça? Demanda-t-elle en faisant un geste englobant la maison luxueuse. J'ai rencontré un homme, continua Thomas. Un entrepreneur qui m'a surpris en train d'essayer de voler son portefeuille. Au lieu d'appeler la police, il m'a offert un travail. Il m'a dit qu'il voyait quelque chose en moi, une intelligence, une ambition. Il m'a donné une chance. Dante, murmura Amélie. Thomas acquiesça amèrement. Dante? À l'époque, je pensais qu'il était un homme d'affaires légitime. Il l'était en partie. Il possédait des restaurants, des clubs, des immeubles. Mais j'ai rapidement découvert d'où venait vraiment son argent. Trafic, extorsion, blanchiment. Il m'a utilisé, m'a formé pour être sa façade légitime. Et stupide comme j'étais, reconnaissant, j'ai accepté. Pendant combien de temps? Sa voix était à peine un murmure. 5 ans, admit-il. 5 ans pendant lesquels j'ai aidé à blanchir son argent sale à travers des investissements apparemment légitimes. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui travaillait dans une de ses entreprises. Elle m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais vraiment, sur qui j'étais devenu. J'ai voulu partir, mais Dante ne laisse personne partir comme ça. Qu'est-il arrivé à cette femme? Demanda Amélie, une jalousie irrationnelle se mêlant à sa confusion. Elle est morte, dit Thomas simplement, et la douleur dans ses yeux était si profonde qu'Amélie sentit son cœur se serrer malgré tout. Un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'a dit la police. Mais je savais. C'était un avertissement de Dante. Le silence s'installa entre eux, lourd de toutes les horreurs non dites. Amélie sentit ses jambes se dérober sous elle et s'assit dans un fauteuil, essayant de traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. « Alors j'ai fait un deal avec lui, » continua Thomas. « Il m'a prêté 3 millions d'euros pour créer mes propres entreprises, des vraies cette fois. J'ai promis de tout rembourser avec intérêt. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé comme un fou pour le faire. J'ai créé des applications, investi dans la technologie, acheté des propriétés. Certaines ont réussi, d'autres ont échoué. Mais je reste avec une dette massive, et Dante qui veut que je revienne travailler pour lui. Et moi dans tout ça? Demanda Amélie, sa voix se brisant. Où est-ce que je rentre dans cette histoire sordide? Thomas se leva et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes, malgré sa résistance. Toi, tu es la seule chose vraie dans ma vie. Quand je t'ai rencontrée dans cette librairie en train de lire un vieux livre de poésie française, tu riais toute seule à quelque chose que tu lisais. Et j'ai pensé, c'est elle. C'est la femme pour qui je veux devenir quelqu'un de meilleur. Ne me fais pas ça, murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Ne me dis pas des choses belles, alors que tout était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, insista-t-il avec passion. Mon amour pour toi n'a jamais été un mensonge. J'aurais dû te dire la vérité, je sais, mais j'avais tellement peur de te perdre. Et maintenant, c'est exactement ce qui arrive. Amélie retira ses mains des siennes et se leva, s'éloignant de lui. Elle avait besoin de distance, besoin de respirer, besoin de penser. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin, je ne sais pas ce dont j'ai besoin, mais je ne peux pas être ici maintenant, avec toi, pas en sachant tout ça. Ne pars pas, supplia-t-il, sa voix se brisant complètement. S'il te plaît, Amélie, on peut trouver une solution ensemble. On peut... Ensemble? L'interrompit-elle en riant sans humour. Il n'y a pas de ensemble, Thomas. Il y a toi avec tous tes secrets et mensonges, et il y a moi qui me sens comme une idiote pour avoir cru aux contes de fées. Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Je t'aime, dit-il simplement, plus que ma propre vie, et je vais régler ça.
Je vais trouver un moyen de nous sortir de ce cauchemar. Juste, ne m'abandonne pas. Pas maintenant. Amélie se retourna pour le regarder une dernière fois. Il était toujours à genoux sur le sol, les mains tendues vers elle comme en supplication, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui lui fendit le cœur, un homme totalement brisé, qui avait tout perdu. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », dit-elle honnêtement. « Je ne sais même pas si je te connais vraiment. » Et elle sortit, laissant derrière elle l'homme qu'elle avait épousé la veille, et le rêve d'un avenir qui s'effondrait autour d'eux. Amélie se retrouva dans le jardin, assise sous le vieux cerisier dont les pétales roses jonchaient de l'herbe comme de la neige printanière. Elle ne se souvenait pas vraiment de comment elle était arrivée là, seulement qu'elle avait couru, monté dans leur chambre, enfilé un jean et un pull, et fui la maison comme si elle était en feu. L'air d'octobre était frais, presque froid, et elle n'avait pas pris de veste. Elle frissonna mais ne bougea pas. La douleur physique du froid était presque bienvenue. Elle lui donnait quelque chose de concret, sur quoi se concentrer au lieu du tourbillon émotionnel qui menaçait de l'engloutir. Son téléphone vibra dans sa poche. Sophie, probablement, ou sa mère. Elle devait avoir remarqué son absence au message du groupe familial où tout le monde parlait encore du mariage de rêve d'hier. Si seulement il savait, pensa-t-elle amèrement. Elle sortit son téléphone. 15 messages non lus. Mais ce n'était pas Sophie ou sa mère. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Belmont, nous devrions parler. Seul. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre mari. » Elle édentait. Son sang se glaça. Comment avait-il eu son numéro? Elle était sur le point de bloquer le contact quand un autre message arriva. « Je comprends votre réticence, mais Thomas vous ment encore. Demandez-lui qui est vraiment morte dans cet accident de voiture. Demandez-lui le vrai nom de Margot. » Amélie fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Margot. Thomas n'avait jamais mentionné de nom. Qui était-elle vraiment? Amélie? Elle sursauta violemment, le téléphone tombant de ses mains sur l'herbe humide. Marc se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, l'air coupable. « Désolé de t'avoir fait peur », dit-il doucement en s'approchant. « Thomas m'a demandé de vérifier que tu allais bien. Tu es dehors depuis plus d'1 heure. »« Je vais bien », répondit-elle automatiquement, ramassant son téléphone et l'essuyant sur son jean. L'écran était fêlé, mais fonctionnait encore. Elle éteignit rapidement l'appareil avant que Marc ne puisse voir les messages. « Non, tu ne vas pas bien », contra-t-il en s'asseyant à côté d'elle sous l'arbre. « Et tu as toutes les raisons de ne pas aller bien. Thomas a vraiment merdé. » Malgré tout, Amélie sentit un petit sourire tirer ses lèvres. Marc avait toujours eu le don de dire les choses crues. « Raconte-moi la vérité », demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Tout ce que tu sais. Tu es son meilleur ami. Tu dois savoir des choses qu'il ne m'a pas dites. » Marc soupira, passant une main dans ses cheveux blonds décoiffés. « Je vais être honnête avec toi, parce que je t'aime bien, Amélie, et parce que tu mérites la vérité. Mais tu dois comprendre que Thomas, il a été brisé longtemps avant de te rencontrer, et tu l'as aidé à se reconstruire. C'est censé me faire me sentir mieux, demanda-t-elle avec amertume. De savoir que je l'ai réparé? Non, admit Marc. Mais tu dois savoir que quand je l'ai rencontré il y a 7 ans, c'était un homme qui ne croyait plus en rien. Margot venait de mourir, et il était convaincu que c'était sa faute. Il s'auto-détruisait, travaillant 20 heures par jour, ne dormant pas, ne mangeant presque rien. J'ai cru qu'il allait se tuer. Qui était-elle? Les mots sortirent avant qu'Amélie ne puisse les retenir. Qui était vraiment Margot? Marc la regarda longuement, comme s'il évaluait combien lui révéler. Margot Chevalier. Elle avait 24 ans quand elle est morte. Elle travaillait comme comptable dans une des entreprises de Dante. C'est comme ça qu'elle et Thomas se sont rencontrés. Ils étaient ensemble? La jalousie, irrationnelle et douloureuse, serra le cœur d'Amélie. Pas exactement, répondit Marc prudemment. C'était compliqué. Margot était fiancée à quelqu'un d'autre, un type bien, professeur d'université. Mais elle et Thomas, ils avaient une connexion. Elle l'a aidé à voir ce que Dante faisait vraiment de lui. Elle lui a montré les registres, les preuves du blanchiment d'argent, de l'extorsion. Et quand Thomas a voulu partir, elle a promis de témoigner pour lui, si nécessaire. « Et puis elle est morte », murmura Amélie. « Et puis elle est morte », confirma Marc, sa voix devenant dure. 2 jours avant qu'elle ne doive rencontrer un inspecteur de police que Thomas connaissait. Sa voiture est sortie de la route sur l'autoroute. La police a conclu à un accident, frein défaillant. Mais Thomas savait, et moi aussi, Dante avait envoyé un message. Amélie sentit la nausée monter en elle. Et son fiancé, qu'est-ce qu'il est devenu? Marc détourna le regard. Il s'est effondré. Perte de sa fiancée, questionnement sur sa mort, tout ça.
La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il avait quitté Paris. Thomas a essayé de le contacter, de lui parler, mais il a refusé. Je pense qu'à un certain niveau, il savait que Margot cachait quelque chose et il en voulait à Thomas. Le silence s'installa entre eux, uniquement brisé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans le vent. Amélie essayait de tout assimiler, la tragédie, la culpabilité, la peur qui devait hanter Thomas depuis tant d'années. « Il t'aime, tu sais », dit finalement Marc, d'une manière différente de ce qu'il ressentait pour Margot. Avec elle, c'était intense, dangereux, fondé sur des secrets partagés. Avec toi, c'est pur. Tu représentes tout ce qu'il n'a jamais eu. La normalité, l'honnêteté, la lumière. Alors pourquoi m'a-t-il menti ? Demanda-t-elle, sa voix se brisant à nouveau. S'il m'aime tant, pourquoi ne m'a-t-il pas dit la vérité dès le début ? Parce qu'il avait peur, répondit simplement Marc. Peur que tu le rejettes, peur que tu le vois comme le criminel qu'il pense être. Thomas ne se pardonne pas ce qu'il a fait, Amélie. Il porte cette culpabilité comme une pénitence, et quand il t'a rencontré, il a vu une chance de recommencer, d'être quelqu'un de meilleur. Mais il ne pouvait pas te dire la vérité, sans risquer de tout perdre. Alors il a préféré me mentir, conclut Amélie amèrement, me laisser tomber amoureuse d'une fiction. Non, contra Marc avec véhémence. L'homme dont tu es tombée amoureuse est réel, Amélie. Ses sentiments pour toi sont réels. C'est juste son passé qui était édité. Amélie se leva brusquement, ne pouvant plus supporter d'être assise. Elle fit les 100 pas sous l'arbre, ses bras serrés autour de son corps. Dante m'a envoyé des messages, avoua-t-elle finalement. Il veut me rencontrer. Il dit que Thomas me ment encore. Marc se leva d'un bond, alarmé. Tu ne dois pas le rencontrer. C'est exactement ce qu'il veut. Te manipuler, te monter contre Thomas. Il joue avec toi, Amélie. Comment je peux savoir qui ment et qui dit la vérité ? Cria-t-elle presque, la frustration et la confusion la submergeant. Comment je peux faire confiance à qui que ce soit ? Tu ne peux pas, admit Marc tristement. Tu ne peux faire confiance qu'à ce que tu ressens. Est-ce que tu aimes Thomas ? Le vrai Thomas, pas l'image parfaite qu'il a projetée, mais l'homme imparfait, brisé, qui essaie désespérément d'être meilleur. Amélie s'arrêta de marcher et ferma les yeux. Est-ce qu'elle l'aimait ? Malgré tout, malgré les mensonges, malgré la trahison. Oui, Dieu l'aide, oui, mais l'amour suffisait-il ? Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle, les larmes coulant à nouveau. Je suis perdue, Marc. Je me suis mariée hier, et aujourd'hui je ne reconnais plus ma vie. Marc s'approcha et, hésitant, la prit dans ses bras. Après un moment, elle se laissa aller contre lui, pleurant sur son épaule. Donne-lui une chance de se rattraper, dit Marc doucement. Laisse-le te prouver qu'il peut être l'homme que tu mérites. Mais fixe tes conditions. Plus de mensonges, plus de secrets. S'il veut que ça marche, il doit tout te dire. Amélie s'écarta, essuyant ses yeux. Et Dante ? Je m'occupe de Dante, répondit Marc, sa mâchoire se serrant. Il ne t'approchera plus. Comment ? Mieux vaut que tu ne saches pas. Il lui sourit faiblement. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Amélie acquiesça, trop épuisée pour discuter. Elle regarda vers la maison, cette belle demeure qui devait être son nouveau foyer, et elle se demanda si elle pourrait un jour s'y sentir en sécurité à nouveau. « Il est où ?» demanda-t-elle finalement. « Dans son bureau. Il n'a pas bougé depuis que tu es parti. Je pense qu'il a peur que s'il bouge, tu ne reviennes pas. » Amélie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « D'accord, je vais lui parler. » Mais Marc, si je découvre qu'il me ment encore, même sur la plus petite chose, c'est fini. Je ne peux pas vivre comme ça. Je comprends, répondit Marc solennellement. Et je pense que lui aussi. Ils retournèrent ensemble vers la maison. À la porte, Marc la serra brièvement dans ses bras. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous avez juste besoin de trouver un moyen de vous reconstruire sur des fondations honnêtes cette fois. Amélie hocha la tête et entra dans la maison. Le couloir vers le bureau lui sembla s'étirer à l'infini. Chaque pas était une décision. Continuer ou faire demi-tour. Rester ou partir. La porte du bureau était entr'ouverte. Elle put voir Thomas assis à son bureau, la tête entre les mains, ses épaules secouées de ce qui ressemblait à des sanglots silencieux. La vue de cet homme fort, toujours si composé, complètement effondré, lui serra le cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible après ce matin. Elle poussa doucement la porte. Il leva la tête immédiatement, comme s'il avait senti sa présence. Ses yeux étaient rouges, son visage ravagé par les larmes. Il se leva précipitamment, presque renversant sa chaise. « Amélie », souffla-t-il, comme s'il n'osait pas croire qu'elle était vraiment là. « Tu es revenue ?»« Je suis revenue », confirma-t-elle, restant près de la porte.
Maintenant la distance entre eux. Mais nous devons parler. Vraiment parler cette fois. Et tu vas tout me dire, Thomas. Absolument tout. Sinon je pars et je ne reviens pas. Il hocha la tête vigoureusement, s'essuyant les yeux avec ses manches. Tout, je te promets. Plus de secrets, plus de mensonges. Juste la vérité, aussi laide soit-elle. D'accord, dit Amélie en s'avançant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. Alors commence par le début, et cette fois ne m'épargne rien. Et tandis que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant des ombres longues sur le sol, Thomas Belmont commença à raconter toute son histoire à la femme qu'il aimait, priant pour qu'elle ne le déteste pas à la fin. Thomas se rassit lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Amélie prit place dans le fauteuil en face de lui, le bureau massif créant une barrière physique entre eux qui semblait symboliser le gouffre émotionnel qui s'était ouvert en une seule nuit. Dehors, Paris continuait sa vie. Les voitures klaxonnaient au loin, des enfants riaient dans un parc voisin. Le monde tournait comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur de ce bureau, dans cette maison qui devait être le début de leur vie commune, tout s'était effondré. « Par où veux-tu que je commence ?» demanda Thomas, sa voix rauque trahissant les heures de pleurs silencieux. « Par Margot », répondit Amélie, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Marc m'a parlé d'elle, mais je veux l'entendre de toi. Qui était-elle vraiment? Et qu'est-ce qu'elle représentait pour toi ?» Thomas ferma les yeux, comme si le simple fait d'entendre ce nom lui causait une douleur physique. Quand il les rouvrit, son regard était perdu dans un passé qu'Amélie ne pouvait pas voir. « Margot était une lumière dans l'obscurité où je vivais, » commença-t-il lentement. « Je travaillais pour Dante depuis 3 ans quand elle a été embauchée comme comptable dans une de ses entreprises de façade. Elle était brillante, méthodique, et elle voyait des choses que personne d'autre ne remarquait, ou plutôt que personne d'autre n'osait remarquer. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, fixant le jardin où Amélie avait passé la matinée. Les premiers mois, on se croisait à peine. Je venais vérifier les comptes de temps en temps. Elle faisait son travail. Mais un jour, elle m'a coincé dans le parking. Elle avait découvert des irrégularités, de l'argent qui entrait et sortait sans justification légale, des transactions vers des comptes offshore, tout un réseau de blanchiment. « Et elle t'a confronté, dit Amélie. « Oui, mais pas de la manière que tu imagines. » Thomas se retourna vers elle, et elle vit dans ses yeux un mélange de nostalgie et de regret. Elle ne m'a pas menacé d'aller voir la police. Elle m'a demandé si je savais ce que je faisais vraiment, si je comprenais les vies que cet argent détruisait. Elle m'a parlé de trafic de drogue, de prostitution forcée, d'extorsion. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment vu ce que j'étais devenu. Amélie sentit sa gorge se serrer. Elle pouvait imaginer la scène, ce jeune homme désespéré confronté à la vérité de ses actes par une femme qui refusait de détourner les yeux. « On a commencé à se voir en secret, » continua Thomas. « Pas romantiquement, du moins pas au début. Elle voulait m'aider à m'en sortir. Elle rassemblait des preuves contre Dante, contactait discrètement des avocats, cherchait un moyen de me protéger si je témoignais. « Mais tu as dit qu'elle était fiancée, » rappela Amélie, la jalousie pointant toujours malgré elle. « Elle l'était, à Julien Moreau, un professeur de littérature à la Sorbonne, un homme bien, honnête, qui l'adorait. » Thomas retourna s'asseoir, ses épaules voûtées sous le poids de la culpabilité. « Je ne voulais pas tomber amoureux d'elle, Amélie. Je te jure que je ne le voulais pas. Mais c'est arrivé, et elle, je pense qu'elle ressentait quelque chose aussi. Mais elle aimait Julien, et elle ne l'aurait jamais quitté. Elle était trop loyale pour ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Amélie doucement, voyant la douleur ravager son visage. « J'ai été stupide, » dit-il, sa voix se brisant. « J'ai essayé de sortir trop vite. J'ai dit à Dante que je voulais partir, que j'en avais fini avec lui. Il a fait semblant d'accepter, m'a même souhaité bonne chance. Mais 2 jours plus tard, la voiture de Margot sortait de la route. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie voyait Thomas trembler, ses mains serrées en poing sur le bureau. « J'étais censé la rencontrer ce jour-là, » murmura-t-il. Elle allait me donner tous les documents qu'elle avait rassemblés. Mais elle n'est jamais venue. Marc m'a appelé 3 heures plus tard pour me dire qu'il y avait eu un accident. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle était déjà morte. « Mon Dieu, Thomas !» souffla Amélie, sa colère se mélangeant maintenant à une profonde compassion. « Julien était là, » continua Thomas, comme s'il ne pouvait plus s'arrêter maintenant qu'il avait commencé, complètement détruit. Et quand il m'a vu, il a su. Je ne sais pas comment, mais il a su qu'il y avait quelque chose entre elle et moi. Il m'a frappé, devant tout le monde, dans le couloir de l'hôpital.
Et tu sais quoi? Je l'ai laissé faire, parce que je méritais chaque coup. Ce n'était pas ta faute, dit Amélie, surprise par ses propres mots. Quelques heures plus tôt, elle aurait voulu le blâmer pour tout. Mais maintenant, voyant cet homme brisé par la culpabilité, elle ne pouvait que ressentir de la peine. Si c'était ma faute, insista Thomas avec véhémence. Si je n'avais pas été si impatient, si j'avais été plus prudent, si je ne m'étais pas laissé avoir par Dante en premier lieu, elle serait encore en vie. Elle se serait mariée avec Julien. Elle aurait eu la vie qu'elle méritait. Tu ne peux pas savoir ça, contra Amélie. Dante aurait pu découvrir ce qu'elle faisait de toute façon. Tu ne peux pas porter tout le poids de ce qui s'est passé. Thomas la regarda, ses yeux brillants de larmes non versées. C'est exactement ce que Margot aurait dit. Tu lui ressembles, tu sais. Pas physiquement. Elle avait les cheveux noirs et les yeux verts. Mais ta force, ta bonté, ta façon de voir le meilleur dans les gens même quand ils ne le méritent pas. C'est pour ça que j'ai eu si peur de te dire la vérité. J'avais peur de te perdre comme j'ai perdu Margot. Amélie sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Mais tu ne m'as pas perdu à cause de Dante ou d'un accident. Tu m'as perdu à cause de tes mensonges. Je sais, admit-il misérablement. Et je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière, pour tout te dire dès le début. Mais j'avais tellement peur. Après Margot, j'ai passé 2 ans à simplement exister. Je travaillais, je remboursais Dante petit à petit, mais je ne vivais pas vraiment. Et puis je t'ai vue dans cette librairie, riant toute seule, et quelque chose en moi s'est réveillé. Il se leva et contourna lentement le bureau, s'approchant d'elle avec prudence, comme si elle était un animal sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. Il s'agenouilla devant son fauteuil mais ne la toucha pas, respectant la distance qu'elle avait établie. « Je suis tombé amoureux de toi ce jour-là, Amélie, et chaque jour après, je suis tombé un peu plus amoureux. Ta façon de parler avec passion des vieux manuscrits, ton rire quand tu me racontais les ragots ridicules de la bibliothèque, ta gentillesse avec les sans-abri devant ta station de métro. Tu étais tout ce que je n'étais pas, pure, honnête, bonne, et je voulais être meilleure pour toi. Alors pourquoi ne pas commencer par l'honnêteté ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pourquoi construire notre relation sur un mensonge ? Parce que je suis un lâche, répondit-il simplement. Parce que j'avais peur que si tu connaissais la vérité, tu me regarderais avec dégoût au lieu d'amour. Et j'étais égoïste. Je voulais garder ce bonheur, cette lumière que tu apportais dans ma vie, même si je ne le méritais pas. Amélie ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. La colère était toujours là, bouillonnant sous la surface. Mais elle était maintenant mélangée à tant d'autres émotions, de la compassion pour sa douleur, de la tristesse pour Margot et Julien, de la confusion sur ce qu'elle devait faire maintenant. « Dante m'a envoyé des messages, » dit-elle finalement, ouvrant les yeux pour regarder sa réaction. Thomas pâlit instantanément. « Quand ? Qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Ce matin. Il veut me rencontrer. Il dit que tu me mens encore. » Elle vit la panique traverser son visage. « Est-ce que c'est vrai, Thomas ? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu ne m'as pas dites ? » ?»« Non, » répondit-il avec véhémence. « Je t'ai dit tout ce qu'il y a à dire. Dante essaie juste de te manipuler, de créer des doutes entre nous pour mieux me contrôler. C'est comme ça qu'il opère. Il trouve le point faible des gens et il appuie jusqu'à ce qu'ils se brisent. Alors aide-moi à comprendre, supplia Amélie. Ces 3 millions d'euros, comment peux-tu les rembourser ? Qu'est-ce que Dante veut vraiment de toi ? Thomas soupira profondément et retourna s'asseoir, cette fois dans le fauteuil à côté d'elle plutôt que derrière son bureau. Mes entreprises valent quelque chose, mais pas assez pour rembourser la dette en 1 semaine. Il me faudrait des mois, peut-être 1 an pour liquider les actifs sans éveiller les soupçons. Mais Dante ne veut pas vraiment l'argent. Il veut ce qu'il a toujours voulu, un homme respectable qu'il peut utiliser pour blanchir ses profits. Et si tu refuses, il détruit ma réputation. Il a des preuves de tout ce que j'ai fait pour lui il y a 7 ans. Il peut me faire passer pour un criminel, ruiner mes entreprises, peut-être même me faire emprisonner. Et dans le processus, il te détruirait aussi par association. Amélie sentit un frisson glacé parcourir son dos. Alors quelles sont nos options ? Nos options ? Répéta Thomas, une lueur d'espoir traversant son visage. Tu dis « nos » ? Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, dit-elle honnêtement. Mais tu es mon mari. Que ça me plaise ou non en ce moment, nous sommes liés. Alors dis-moi, comment on sort de ce cauchemar ? Thomas la regarda comme si elle venait de lui offrir la chose la plus précieuse du monde. Il y a peut-être un moyen, dit-il lentement. J'ai un ami, un avocat spécialisé dans les affaires criminelles. Il m'a dit une fois que si j'étais prêt à témoigner contre Dante, à fournir des preuves de ses activités, je pourrais obtenir l'immunité. Mais c'est dangereux,
Amélie. Très dangereux. Plus dangereux que de laisser Dante nous contrôler pour le reste de nos vies? Demanda-t-elle. Il pourrait nous tuer, dit Thomas brutalement. Regarde ce qui est arrivé à Margot. Dante ne laisse pas les gens le trahir sans conséquence. Et tu as dit que tu avais parlé à un inspecteur de police à l'époque, rappela Amélie. Est-ce qu'il pourrait t'aider maintenant? Thomas secoua la tête. Il a pris sa retraite il y a 2 ans. Mais son remplaçant, une femme nommée Capitaine Rousseau, est réputée pour être incorruptible. Elle pourrait être notre meilleure chance. Rousseau? Amélie sentit un frisson étrange. Comme mon nom de jeune fille. Une coïncidence, probablement, dit Thomas, mais il sourit faiblement. À moins que l'univers n'essaie de nous dire quelque chose. Pour la première fois depuis des heures, Amélie sentit quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Alors on la contacte. On lui donne tout ce que tu as sur Dante, et on se bat. C'est ce que tu veux vraiment? Demanda Thomas, cherchant son regard. Parce qu'une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Notre vie ne sera plus jamais normale. Nous devrons probablement entrer dans un programme de protection, changer d'identité, tout recommencer. Quelle vie normale? Répondit Amélie avec un rire amer. Notre vie est déjà détruite, Thomas. Au moins comme ça, on a une chance de la reconstruire sur quelque chose de vrai. Thomas tendit la main vers elle, hésitant, attendant sa permission. Après un long moment, Amélie prit sa main dans la sienne. Elle était chaude, tremblante, et elle sentit la tension dans ses doigts quand il serra les siens. « Je ne mérite pas ta foi en moi, » murmura-t-il. « Mais je vais passer chaque jour du reste de ma vie à essayer d'être l'homme que tu croyais avoir épousé. »« Tu es cet homme, » dit Amélie doucement. « Tu es juste aussi l'homme qui a fait des erreurs, et je suppose que nous devons apprendre à vivre avec les deux. » Thomas porta sa main à ses lèvres, l'embrassant avec une tendresse qui fit fondre une partie de la glace autour du cœur d'Amélie. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. »« Je t'aime aussi, » admit-elle. Et c'était vrai malgré tout, malgré la douleur et la trahison. Mais l'amour ne suffit pas, Thomas. Il faut aussi la confiance, et tu vas devoir la regagner. « Je sais, » répondit-il, « et je le ferai, je te le promets. » Ils restèrent assis là, mains jointes, tandis que l'après-midi déclinait et que les ombres s'allongeaient dans le bureau. Il y avait encore tant de choses à dire, tant de blessures à guérir. Mais pour le moment, c'était suffisant. 2 personnes brisées, essayant de trouver un moyen d'avancer ensemble. Le lendemain matin, Amélie se réveilla dans la chambre d'amis. Après leur conversation dans le bureau, Thomas avait insisté pour qu'elle prenne tout l'espace dont elle avait besoin. Il avait dormi sur le canapé du salon, et quand elle était descendue à 7 heures, elle l'avait trouvé déjà debout, préparant du café dans la cuisine. « Bonjour », dit-il doucement en la voyant entrer. Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans son expression, une détermination, une clarté qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Bonjour », répondit-elle en acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. Elle le prit exactement comme elle l'aimait. Un nuage de lait, pas de sucre. Même dans le chaos, il se souvenait des petites choses. « J'ai contacté le capitaine Rousseau », annonça-t-il sans préambule. « Elle accepte de nous rencontrer aujourd'hui à 14 heures, à la préfecture de police. » Amélie sentit son estomac se nouer. « Si vite? Il n'y a pas de temps à perdre, » répondit Thomas en s'appuyant contre le comptoir. « Dante m'a appelé ce matin à 6 heures. Il veut une réponse d'ici vendredi, c'est dans 3 jours. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Thomas passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'Amélie reconnaissait maintenant. Mais il n'est pas patient. Il a dit qu'à chaque jour que je le fais attendre, le prix augmente. Le prix? Amélie fronça les sourcils. Je croyais que c'était 3 millions. C'était 3 millions, corrigea Thomas sombrement. Maintenant, c'est 3 millions et demi. Et si j'attends jusqu'à vendredi, ce sera 4 millions. C'est de l'extorsion. Oui, acquiesça Thomas simplement. C'est exactement ce que c'est. Et c'est aussi pourquoi il faut l'arrêter maintenant, avant qu'il ne puisse faire ça à quelqu'un d'autre. Amélie sirota son café, essayant de calmer ses nerfs. Dans 48 heures, leur vie pourrait changer complètement. Ils pourraient être en sécurité ou ils pourraient être en danger mortel. L'incertitude était presque insupportable. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit Thomas, hésitant. « Marc est parti ce matin. »« Parti ?» Amélie posa brusquement sa tasse. « Parti où ?»« Je ne sais pas exactement. Il m'a laissé un message disant qu'il avait quelque chose à régler, quelque chose qui pourrait nous aider. Il sera de retour ce soir. » Thomas la regarda avec inquiétude. « Je n'aime pas ça, Amélie. Marc est impulsif. S'il fait quelque chose de stupide... »
Un coup violent à la porte d'entrée les fit sursauter tous les deux. Thomas se tendit immédiatement, son corps se plaçant instinctivement entre Amélie et la porte. « Reste ici !» ordonna-t-il à voix basse. « Non !» contra Amélie en le suivant. « On fait ça ensemble, tu te souviens ?» Thomas la regarda, puis hocha la tête. Ils se dirigèrent ensemble vers l'entrée. À travers le judas, Thomas aperçut une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux auburn, coupés courts, vêtue d'un tailleur pantalon marine. Elle tenait une plaque de police. « Capitaine Rousseau » murmura-t-il surpris. « Elle est en avance. » Il ouvrit la porte. La femme les regarda tous les deux d'un œil perçant, évaluant, jaugeant. « Monsieur Belmont, Madame Belmont » dit-elle d'une voix grave et autoritaire. « Pardonnez-moi d'arriver sans prévenir, mais quand vous avez mentionné le nom de Dante Marchesi au téléphone, j'ai jugé que c'était urgent. Puis-je entrer ?» Thomas s'écarta, laissant la capitaine entrer dans le hall. Elle regarda autour d'elle avec un intérêt professionnel, notant sans doute chaque détail. Les œuvres d'art coûteuses, le mobilier ancien, les signes évidents de richesse. « Belle maison », commenta-t-elle. « Dante a bon goût quand il choisit ses protégés. »« Je ne suis plus son protégé », répliqua Thomas d'un ton sec. « Non ?» La capitaine arqua un sourcil. « C'est pour ça qu'il vous harcèle, pour que vous blanchissiez ses profits, parce que vous n'êtes plus son protégé ?» Thomas et Amélie échangèrent un regard surpris. « Comment savez-vous ça ?» demanda Amélie. Le capitaine Rousseau sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Parce que je surveille Dante Marchesi depuis 4 ans, Madame Belmont. Votre mari n'est pas le premier homme que Dante a piégé avec des dettes impossibles à rembourser, mais il pourrait être le premier à avoir le courage de témoigner contre lui. » Elle se dirigea vers le salon, sans attendre d'invitation, et s'assit dans un fauteuil, sortant un petit carnet de notes de sa poche. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle, plutôt qu'elle ne suggéra. « Et dites-moi tout depuis le début. » Les 2 heures qui suivirent furent intenses. Thomas raconta tout, sa rencontre avec Dante, les années passées à blanchir de l'argent, Margot, sa tentative de partir, les menaces actuelles. Le capitaine Rousseau prenait des notes méthodiquement, posant des questions précises et incisives qui montraient qu'elle connaissait déjà une bonne partie de l'histoire. « Vous dites que Dante a des preuves de vos activités passées, » dit-elle finalement. « Quel genre de preuves? Des documents, des transferts bancaires, des photos de moi au mauvais endroit au mauvais moment, » répondit Thomas. « Assez pour me faire condamner, probablement. »« Probablement pas, » contra la capitaine. « Si vous coopérez pleinement, si vous nous donnez tout ce que vous savez sur les opérations de Dante, je peux obtenir l'immunité pour vos crimes passés. Mais, » elle les regarda tous les deux sévèrement, « vous devez comprendre ce que cela implique. Vous deviendrez des témoins protégés. Votre vie telle que vous la connaissez sera terminée. »« Vous voulez dire le programme de protection des témoins ?» demanda Amélie, son cœur battant plus vite. « Peut-être. Cela dépend de l'évaluation de la menace. » Le capitaine Rousseau se pencha en avant. « Dante Marchesi est un homme dangereux. Il a des connexions partout. La police, le gouvernement, le monde des affaires. S'il découvre que vous coopérez avec nous, il n'hésitera pas à vous éliminer, vous et toute personne qui vous est proche. » Amélie sentit la bile monter dans sa gorge. « Ma famille, ma mère, mes amis, nous les protégerons aussi, dans la mesure du possible, » assura la capitaine. « Mais je ne vais pas vous mentir, c'est un risque énorme. Vous devez être absolument certain que c'est ce que vous voulez avant d'aller plus loin. » Thomas prit la main d'Amélie, cherchant son regard. « On peut encore reculer, » dit-il doucement. « Je peux trouver l'argent d'une autre manière, accepter ses termes. »« Et vivre le reste de notre vie sous sa coupe ?» l'interrompit Amélie. « En regardant constamment par-dessus notre épaule ? Non. Tu as dit que c'était notre chance de reconstruire sur quelque chose de vrai. Alors faisons-le. » Le capitaine Rousseau les observa avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Vous êtes sûre, Madame Belmont ? Vous venez de vous marier. C'est beaucoup à demander. »« Je sais, » répondit Amélie, serrant la main de Thomas. « Mais j'ai fait une promesse, pour le meilleur et pour le pire. Je suppose que c'est le pire qui arrive en premier. »« Très bien, » dit la capitaine en se levant. « Alors voici ce qu'on va faire. Monsieur Belmont, je veux que vous continuiez à agir normalement. Répondez aux appels de Dante. Gagnez du temps. Faites-lui croire que vous envisagez d'accepter. Pendant ce temps, je vais rassembler une équipe et préparer l'opération. »« Quel genre d'opération » demanda Thomas. « On va le prendre en flagrant délit, » expliqua la capitaine avec un sourire satisfait. « Vous allez accepter de blanchir son argent. Il organisera une rencontre pour transférer les fonds. Et nous serons là pour l'arrêter. »« Et s'il se doute de quelque chose ?» demanda Amélie, la peur serrant son cœur. « S'il découvre que Thomas coopère ?»« C'est un risque, » admit la capitaine.
C'est pourquoi tout doit sembler authentique. Pas de communication suspecte, pas de changement dans votre routine. Vous vivez votre vie comme si de rien n'était. Sauf que notre vie est déjà tout sauf normale, marmonna Thomas. Alors faites semblant, répliqua la capitaine d'un ton sec. Vous êtes de jeunes mariés, agissez comme tels. Allez au restaurant, visitez des musées, faites l'amour. Elle ignora le rougissement d'Amélie. Dante vous surveillera. Il faut qu'il voie un couple normal, pas deux personnes terrifiées qui complotent contre lui. Après le départ du capitaine Rousseau, Thomas et Amélie restèrent assis dans le salon, digérant tout ce qui venait de se passer. « On est vraiment en train de faire ça, » murmura Amélie. « On va affronter un criminel dangereux. »« On n'est pas obligé, » répéta Thomas. « Je peux encore ?»« Non, » l'interrompit-elle fermement. « On fait ça, ensemble. » Thomas la regarda avec une émotion si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Comment ai-je pu avoir autant de chance ?» murmura-t-il. « Après tout ce que j'ai fait, tous mes mensonges, tu es toujours là. »« Je suis toujours là, » confirma-t-elle. « Mais Thomas, si on survit à ça, si on s'en sort vivant, plus jamais de mensonges, plus jamais de secrets. Tu me promets ?»« Je promets, » dit-il solennellement. « Sur ma vie, Amélie, plus jamais. » Ils s'embrassèrent, doucement d'abord, puis avec plus d'urgence, comme deux personnes s'accrochant l'une à l'autre dans une tempête. Quand ils se séparèrent finalement, Amélie vit des larmes dans les yeux de Thomas. « Viens, » dit-elle en se levant et en lui tendant la main. Le capitaine Rousseau a dit qu'on devait agir comme des jeunes mariés normaux. Alors montre-moi Paris. Montre-moi tous tes endroits préférés, tous les lieux qui t'ont aidé à survivre quand tu étais seul. Je veux connaître le vrai Thomas Belmont. Thomas prit sa main et sourit. Un vrai sourire, le premier depuis leur nuit de noces désastreuse. « D'accord, » dit-il. « Mais prépare-toi à marcher. Paris a beaucoup de secrets à révéler. » Ils passèrent l'après-midi à errer dans la ville, main dans la main, redécouvrant Paris à travers les yeux l'un de l'autre. Thomas lui montra le pont où il avait dormi pendant ses premiers jours dans la rue, la boulangerie dont le propriétaire lui donnait des croissants rassis, la librairie où il avait volé son premier livre, un recueil de poésie de Baudelaire qu'il avait gardé pendant des années, comme rappel de la personne qu'il voulait devenir. Et Amélie lui montra ses propres lieux secrets, le café près de la bibliothèque où elle écrivait dans son journal, le petit parc où elle allait lire pendant sa pause déjeuner, le marché aux puces où elle achetait de vieux livres d'occasion. C'était étrange, doux amer, terrifiant et magnifique à la fois. Ils apprenaient à se connaître vraiment pour la première fois, construisant les fondations qui auraient dû exister depuis le début. Et au-dessus d'eux, invisible mais omniprésente, planait la menace de Dante et le compte à rebours vers vendredi. Mais pour aujourd'hui, marchant main dans la main le long de la Seine tandis que le soleil couchant peignait Paris en or et rose, ils choisissaient l'espoir plutôt que la peur. Demain apporterait ses propres défis. Mais aujourd'hui, ils avaient l'un l'autre. Et pour le moment, c'était suffisant. La nuit était tombée sur Paris, quand Thomas et Amélie rentrèrent à la maison, leurs joues rosies par le vent frais d'octobre et leur cœur un peu plus léger qu'au matin. Ils avaient dîné dans une petite brasserie du Marais, partageant un coq au vin et une bouteille de Bourgogne, parlant de tout et de rien, de livres, de voyages qu'ils aimeraient faire un jour, de la possibilité d'avoir des enfants dans un avenir qui semblait à la fois proche et infiniment lointain. Pour quelques heures précieuses, ils avaient réussi à oublier la tempête qui les attendait. Mais en ouvrant la porte de leur maison, la réalité les rattrapa avec la force d'un coup de poing. Marc était assis dans le salon, la tête entre les mains, du sang séchant sur sa chemise déchirée. À ses côtés se tenait une femme que ni Thomas ni Amélie n'avaient jamais vue, la trentaine, mince, avec de longs cheveux châtains et des yeux d'un bleu perçant qui semblaient avoir vu trop de choses pour son âge. « Marc !» Thomas se précipita vers son ami. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ?»« Ce n'est pas mon sang, » répondit Marc d'une voix rauque. Il leva la tête et Amélie vit que son visage était marqué par la fatigue et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Enfin, pas tout. J'ai un œil au beurre noir et quelques côtes fêlées, mais ça ira. »« Qui t'a fait ça ?» demanda Amélie, en s'approchant prudemment, jetant des regards méfiants à l'inconnu. « Des hommes de Dante, » répondit la femme avant que Marc ne puisse parler. Sa voix était douce mais ferme, avec un léger accent que Amélie ne parvenait pas à identifier. Ils l'ont surpris en train de fouiller dans les archives de l'entreprise de couverture de Dante. Heureusement, j'étais là. « Et vous êtes ?» demanda Thomas, se plaçant instinctivement entre cette étrangère et Amélie. « Sophie Laurent », répondit la femme en se levant gracieusement. « Enfin, c'est le nom que j'utilise maintenant. Mon vrai nom
et Elena, marchez-y. Le silence qui suivit fut absolu. Thomas devint blanc comme un linge. Marchez-y, vous êtes la fille de Dante, confirma Elena calmement. Sa fille, illégitime, celle dont il ne parle jamais, celle qu'il a abandonnée avec ma mère quand j'avais 5 ans. Mais oui, techniquement, je suis sa fille. Amélie sentit ses jambes se dérober sous elle. Thomas la rattrapa juste à temps, la guidant vers le canapé. « Qu'est-ce que tu fous ici, Marc ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. « Tu as amené la fille de Dante dans notre maison. Elle m'a sauvé la vie, » répliqua Marc en se levant avec difficulté, grimaçant de douleur. « Les hommes de Dante allaient me tuer. Elena est intervenue, leur a dit que son père voulait me voir vivant. Ça leur a donné assez d'hésitation pour qu'on puisse s'échapper. « Et pourquoi devrions-nous te croire ?» demanda Amélie à Elena, sa voix tremblant malgré ses efforts pour paraître calme. « Comment sais-tu que ce n'est pas un piège? Que tu n'es pas ici pour nous espionner pour ton père ?» Elena la regarda directement dans les yeux, et Amélie y vit quelque chose de familier, la même douleur profonde, la même détermination qu'elle voyait dans les yeux de Thomas. « Parce que je hais mon père plus que vous ne pourrez jamais le haïr, » dit Elena simplement. « Il a détruit ma vie avant même que je sache ce que le mot « vie » signifiait. Il a battu ma mère jusqu'à ce qu'elle n'ose plus sourire. Il m'a abandonné dans la pauvreté, pendant qu'il construisait son empire criminel. Et quand j'ai finalement réussi à me construire une vie décente, il est revenu et il a tout détruit encore. » Elle s'assit lentement, comme si le poids de ses souvenirs la tirait vers le bas. « J'avais un mari, un homme bon qui m'aimait malgré mon passé. Nous avions une petite fille, Léa. Elle avait 3 ans. » Sa voix se brisa. « Dante a découvert où nous vivions. Il voulait me récupérer, faire de moi une partie de son empire. Quand j'ai refusé, il a... » Elle ne put continuer. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Marc posa doucement une main sur son épaule. « Il a fait brûler leur maison, » continua Marc à sa place, sa propre voix épaisse d'émotion. Le mari d'Elena et Léa était à l'intérieur. Ils n'ont pas survécu. Elena était au travail. Elle est arrivée juste à temps pour voir les pompiers sortir leur corps. « Mon Dieu » murmura Amélie, portant une main à sa bouche. « C'était il y a 2 ans, » dit Elena en s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. « Depuis, je travaille pour le détruire. J'ai changé d'identité, infiltré son organisation sous un faux nom, rassemblé des preuves. J'ai donné tout ce que j'avais à la police, mais ce n'était jamais assez. Dante est trop prudent, trop protégé. J'avais besoin de quelqu'un de l'intérieur qui soit prêt à témoigner. Et tu pensais que c'était moi, dit Thomas doucement, la compréhension éclairant son visage. Oui, je savais que vous essayiez de vous libérer de lui. J'ai entendu parler de Margot, de ce qui lui est arrivé. Je savais que si quelqu'un avait le courage de l'affronter, ce serait vous. » Elena regarda Thomas avec une intensité brûlante. « Quand j'ai découvert que Marc fouillait dans les archives, j'ai compris que vous étiez prêt à bouger. Alors je l'ai aidé. « Qu'est-ce que tu cherchais exactement, Marc ?» demanda Amélie. Marc échangea un regard avec Elena, puis sortit une clé USB de sa poche. Des preuves, des registres financiers détaillés, des listes de toutes les personnes impliquées dans le réseau de Dante, des enregistrements de conversations compromettantes, tout ce qu'il garde dans ses archives numériques pensant que c'est en sécurité. « Tu as réussi ?» demanda Thomas, une note d'espoir perçant dans sa voix. « Mieux que ça, » répondit Elena avec un sourire sans joie. « J'ai les codes d'accès à ses comptes offshore, tous. Avec ça et votre témoignage, on peut non seulement le mettre en prison, mais détruire financièrement son empire. » Thomas se laissa tomber dans un fauteuil, passant ses mains sur son visage. « C'est trop dangereux. S'il découvre ce que vous avez fait, il me tuera, » termina Elena. « Tout comme il vous tuera. Tout comme il tuera quiconque se met en travers de son chemin. C'est pour ça qu'on doit agir vite et ensemble. » « Le capitaine Rousseau, » dit soudainement Amélie. « Elle est venue ce matin. Elle veut organiser une opération pour prendre Dante en flagrant délit. » Elena se redressa brusquement. « Camille Rousseau? Elle travaille sur le dossier Marchesi? Vous la connaissez ?» demanda Thomas, surpris. « Elle a interrogé tous les proches de Dante après l'incendie qui a tué ma famille, » expliqua Elena. « Elle était la seule à me croire quand je disais que ce n'était pas un accident. Elle a essayé de construire un dossier, mais Dante a trop de connexions. Elle s'était bloquée à chaque tournant. Eh bien maintenant elle a nous, » dit Marc en se levant difficilement. « Thomas qui peut témoigner de l'intérieur, moi avec les documents physiques, et toi avec les preuves numériques. C'est notre meilleure chance. »« Notre seule chance, » corrigea Elena. « Parce que après ce soir, après que j'ai aidé Marc à s'échapper,
Dante saura que quelqu'un l'a trahi. Il va resserrer la sécurité, peut-être même disparaître pendant un moment. Si on ne bouge pas maintenant, on ne l'attrapera jamais. Thomas regarda Amélie, cherchant son avis dans cette décision qui allait changer leur vie. Elle vit dans ses yeux toute la peur, toute l'incertitude, mais aussi l'espoir qu'ils puissent enfin être libres. « On appelle le capitaine Rousseau », dit Amélie avec une détermination qui l'a surpris elle-même. « On lui donne tout ce qu'on a, et on met fin à ça. » Helena sourit pour la première fois, et malgré les circonstances horribles, c'était un sourire magnifique, plein d'espoir et de possibilités. « Merci », dit-elle simplement, « pour ma fille, pour mon mari, pour toutes les vies que Dante a détruites. Merci. » Thomas se leva et tendit la main à Helena. Elle la serra fermement. « On le fait pour Margot aussi, » dit-il, « et pour tous ceux qui viendront après nous. » Marc applaudit doucement, puis grimaça en se tenant les côtes. « Bon, maintenant qu'on a ce moment de solidarité touché, est-ce que quelqu'un peut m'aider à nettoyer cette blessure? Je crois que je vais avoir besoin de points de suture. » L'absurdité du commentaire brisa la tension. Et malgré tout, la peur, le danger, l'incertitude, ils rirent. Un rire un peu hystérique, un peu désespéré, mais un rire quand même. Amélie aida Marc à nettoyer ses blessures pendant que Thomas appelait le capitaine Rousseau. Helena resta près de la fenêtre, surveillant la rue, ses yeux constamment en mouvement, cherchant des menaces. « Elle sera là dans 20 minutes, » annonça Thomas en revenant. « Elle amène une équipe médicale pour Marc et veut qu'on lui donne toutes les preuves ce soir. »« Parfait, » dit Helena, « parce que Dante organise une grande réunion vendredi, tous ses lieutenants, tous ses associés principaux. Il va annoncer quelque chose d'important, probablement une expansion de ses opérations. Si le capitaine Rousseau peut obtenir un mandat et faire une descente pendant cette réunion, elle peut tous les attraper en même temps. C'est dans 2 jours, dit Amélie, son cœur battant plus vite. 2 jours, et tout sera terminé, d'une manière ou d'une autre. Thomas vint s'asseoir à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Tu peux encore changer d'avis, » murmura-t-il. « Personne ne te blâmerait si tu partais, si tu retournais à ta vie d'avant. »« Ma vie d'avant n'existe plus, » répondit-elle simplement. « Ma vie, c'est toi maintenant. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens ?» Il l'embrassa doucement, un baiser rempli de promesses et de peur, d'amour et d'incertitude. Quand ils se séparèrent, elle vit des larmes dans ses yeux. « Si quelque chose arrive, » commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Rien ne va arriver, » dit-elle, avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « On va survivre à ça. Et après, on aura toute la vie pour être ennuyeux et normaux. »« Ennuyeux et normaux, » répéta-t-il avec un petit rire. « Ça sonne parfait. » 20 minutes plus tard, comme promis, le capitaine Rousseau arriva avec une petite équipe. Elle écouta attentivement pendant qu'Helena racontait son histoire et montrait les preuves qu'elle avait rassemblées. Ses yeux s'élargirent en voyant l'étendue de l'information. Des années de transactions illégales, des noms de politiciens et d'hommes d'affaires corrompus, des preuves de meurtre, d'extorsion, de trafic de drogue. « C'est plus que suffisant, » dit-elle finalement, son ton professionnel ne cachant pas son excitation. « Avec ça, on peut non seulement arrêter Dante, mais démanteler tout son réseau. C'est le genre de dossier dont on rêve. »« Alors qu'est-ce qu'on attend ?» demanda Marc, maintenant bandé et traité par les médecins. « Rien, » répondit le capitaine Rousseau avec un sourire déterminé. « On lance l'opération vendredi. Helena, vous dites que la réunion commence à 20h? Oui, dans son club privé, le Sanctuaire, rue de Pontieux. Il y aura au moins 50 personnes, tous les membres importants de son organisation. »« Parfait. » Le capitaine Rousseau se tourna vers Thomas. « Monsieur Belmont, vous êtes invité à cette réunion ?» Thomas hocha la tête. « Dante m'a dit de venir, il veut ma réponse définitive. Alors vous irez. Vous porterez un micro, vous agirez normalement. Dès que Dante dit quelque chose d'incriminant ou essaie de vous impliquer dans une transaction illégale, vous donnez le signal et on intervient. Et si quelque chose tourne mal, demanda Amélie, sa voix tremblant malgré ses efforts pour rester calme. Si Dante se doute de quelque chose, le capitaine Rousseau la regarda directement dans les yeux. Alors j'ai une équipe d'intervention prête à entrer en moins de 30 secondes. Votre mari sera protégé, Madame Belmont, je vous le promets. Mais Amélie voyait dans ses yeux ce qu'elle ne disait pas à voix haute, qu'il n'y avait aucune garantie qu'en 30 secondes, beaucoup de choses pouvaient arriver, que Thomas pourrait mourir avant que quiconque puisse l'aider. Et elle devrait vivre avec cette peur pendant les 2 prochains jours. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Amélie. La maison était devenue une sorte de quartier général improvisé. Le capitaine Rousseau et son équipe entraient et sortaient constamment.
préparant l'opération, briefant Thomas sur ce qu'il devait dire et faire, testant l'équipement de surveillance qu'il porterait. Elena s'était installée dans la chambre d'amis, refusant de quitter la maison de peur d'être repérée par les hommes de Dante. Elle passait ses journées à réviser les dossiers avec la police, identifiant chaque personne sur les photos, expliquant la structure de l'organisation de son père. Marc, malgré ses côtes fêlées, refusait de se reposer. Il insistait pour aider, apportant du café à tout le monde, s'assurant qu'il mangeait, essayant de maintenir une atmosphère légère avec ses blagues inappropriées. Amélie comprenait maintenant pourquoi Thomas et lui étaient si proches. Marc était le genre de personne qui apportait de la lumière même dans les moments les plus sombres. Amélie, elle, se sentait inutile. Elle n'avait pas d'informations à fournir, pas d'expertise à offrir. Elle était juste la femme de Thomas, la civile prise dans une guerre qui avait commencé bien avant qu'elle n'arrive dans sa vie. Le jeudi soir, alors que Thomas était dans le bureau en train de répéter encore une fois ce qu'il dirait à Dante, Amélie sortit dans le jardin. La nuit était froide et claire, les étoiles brillant avec une intensité rare pour Paris. Elle s'assit sous le cerisier, enveloppée dans une couverture, et regarda la lune. « Tu ne dors pas ?» Elle se retourna pour voir Elena s'approcher, portant l'un des pulls de Thomas qui était beaucoup trop grand pour elle. Elle s'assit à côté d'Amélie sans attendre d'invitation. « Je n'arrive pas à dormir, » admit Amélie. « Je n'arrête pas de penser à demain, à tout ce qui pourrait mal tourner. »« Moi non plus, » dit Elena doucement. « Je passe en revue chaque détail, cherchant ce que j'ai pu oublier, ce qui pourrait nous trahir. » Elles restèrent silencieuses pendant un moment, deux femmes que le destin avait réunies à travers la douleur et la peur. « Est-ce que tu me détestes ?» demanda soudainement Elena. « Pour être sa fille? Pour partager son sang ?» Amélie la regarda, surprise. « Pourquoi je te détesterais? Tu n'as pas choisi ton père, et tu as perdu plus que n'importe qui à cause de lui. Parfois, je me demande si je n'aurais pas dû essayer plus tôt, » murmura Elena, ses yeux fixés sur ses mains. « Si j'avais agi il y a 3 ans, 4 ans, peut-être que Margot serait encore en vie, peut-être que ma fille et mon mari seraient encore en vie. Ou peut-être que tu serais morte aussi, » contra Amélie doucement. « Tu ne peux pas te blâmer pour les actions d'un monstre, Elena. Ton père a fait ses propres choix. Tu n'es responsable que de tes propres choix. » Elena sourit tristement. « Thomas a de la chance de t'avoir. Tu es plus forte que tu ne le penses. »« Je ne me sens pas forte, » admit Amélie. « Je me sens terrifiée. Demain, l'homme que j'aime va entrer dans une pièce pleine de criminels en portant un micro. Si quelque chose tourne mal, s'ils découvrent qu'il les trahit, ils ne découvriront rien, » l'interrompit Elena fermement. « Le capitaine Rousseau est la meilleure, et Thomas est intelligent. Il va survivre à ça. Vous allez tous les deux survivre. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que vous avez quelque chose que mon père n'a jamais eu, » répondit Elena. « Vous avez l'amour, le vrai amour, celui qui rend les gens courageux, qui leur donne une raison de se battre. Mon père a le pouvoir, il a l'argent, il a la peur, mais il n'a jamais eu l'amour. Et à la fin, c'est ça qui gagne toujours. » Amélie voulait la croire. Elle voulait désespérément croire que l'amour suffisait, que leur histoire aurait une fin heureuse. Mais elle avait lu assez de tragédies pour savoir que l'amour ne gagnait pas toujours. « Viens, » dit Elena en se levant et en lui tendant la main. « Tu as besoin de dormir. Demain sera une longue journée. » Elles rentrèrent ensemble dans la maison. Le bureau était maintenant vide, les policiers partis pour la nuit. Amélie monta à l'étage et trouva Thomas déjà au lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. « Salut » dit-elle doucement en se glissant sous les couvertures à côté de lui. « Salut » répondit-il en se tournant vers elle. Dans la faible lumière de la lune filtrant à travers les rideaux, elle pouvait voir la peur dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre. Une détermination, une résolution. « Comment tu te sens » demanda-t-elle. « Terrifiée, admit-il honnêtement. « Mais aussi soulagée ?» C'est étrange. Pendant 7 ans, j'ai vécu avec cette ombre au-dessus de moi, cette culpabilité, cette peur constante. Demain, d'une manière ou d'une autre, ce sera fini. Ça va être fini et tu vas survivre, dit Amélie avec une conviction qu'elle ne ressentait pas complètement. Et après, on aura toute la vie devant nous. Thomas caressa sa joue avec tendresse. Tu sais ce que je regrette le plus? Quoi? Qu'on n'ait jamais eu une vraie lune de miel. Notre nuit de noces a été un désastre, et depuis on est pris dans ce cauchemar. Il sourit tristement. Je te promets que quand tout ça sera fini, je t'emmènerai quelque part de magnifique. Une île tropicale peut-être, ou les Alpes suisses. N'importe où, loin de Paris, loin de tout ça. Ça me semble parfait, murmura Amélie en se blottissant contre lui. Mais Thomas, peu importe où on va,
Tant que je suis avec toi, c'est suffisant. » Il l'embrassa doucement d'abord, puis avec plus d'urgence. C'était un baiser différent de ceux qu'ils avaient partagés avant, plus désespéré, plus intense, comme s'ils essayèrent de tout se dire sans mots. Quand ils firent l'amour cette nuit-là, c'était avec une passion teintée de peur, une tentative de se connecter aussi profondément que possible, au cas où ce serait la dernière fois. Après, allongés dans les bras l'un de l'autre, Thomas murmura dans ses cheveux, « Si quelque chose arrive demain, si je ne... » « Ne dis pas ça, » l'interrompit Amélie, sa voix se brisant. « Ne parle même pas comme ça. »« Je dois le dire, » insista-t-il, « au cas où. »« Amélie, je veux que tu saches que ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as montré qu'il était possible de recommencer, d'être quelqu'un de meilleur. Même si tout s'effondre demain, je serai mort heureux en sachant que j'ai été aimé par toi. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Amélie. « Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu vas revenir vers moi. Tu vas revenir, et on va construire cette vie ensemble, celle qu'on s'est promise. »« Je vais essayer, » promit-il. « Je vais me battre de toutes mes forces pour revenir vers toi. Mais si je ne peux pas, tu vas revenir, » l'interrompit-elle fermement, le regardant dans les yeux, « parce que je ne vais pas te laisser partir. Tu m'entends, Thomas Belmont? Tu es à moi maintenant et je ne te laisse pas partir. » Il rit doucement malgré les larmes dans ses propres yeux. « D'accord, je reviendrai. Je te le promets. » Ils s'endormirent finalement aux petites heures du matin, enlacés étroitement, s'accrochant l'un à l'autre comme des naufragés dans une tempête. Le vendredi arriva trop vite et trop lentement à la fois. La maison était en effervescence, des policiers partout vérifiant l'équipement, révisant les plans, se préparant pour l'opération. Le capitaine Rousseau arriva à midi pour briefer tout le monde une dernière fois. « L'équipe sera en position à 19 heures, » expliqua-t-elle en montrant un plan du club. « Nous aurons des tireurs d'élite ici, ici et ici. Des équipes d'intervention à toutes les sorties. Dès que Thomas donne le signal, et le signal est « Je pense qu'on devrait discuter de ça en privé. Nous entrons. » « Et si Dante refuse de dire quelque chose d'incriminant ?» demanda Marc. « Alors Thomas le pousse, » répondit la capitaine. « Il demande des détails sur les transactions, sur les montants, sur les méthodes. Il faut que Dante se compromette clairement devant témoins. » Thomas acquiesça, son visage pâle mais déterminé. Le technicien commença à l'équiper du micro, un petit appareil dissimulé sous sa chemise, pratiquement indétectable. « Ça va enregistrer tout ce qui est dit dans un rayon de 10 mètres, » expliqua le technicien, « et nous entendrons tout en temps réel. Si vous êtes en danger, criez simplement n'importe quoi, et nous intervenons immédiatement. » Rassurant, marmonna Thomas. L'après-midi passa dans un brouillard anxieux. Amélie ne lâchait pas Thomas d'une semelle, le suivant de pièce en pièce, incapable de supporter l'idée de le perdre de vue même une seconde. À 17 heures, il monta se préparer, enfilant un costume sombre qui le faisait ressembler à un homme d'affaires prospère plutôt qu'à un témoin terrorisé. Quand il redescendit, Amélie sentit son cœur se serrer. Il était si beau, si fort, si vulnérable. Elle s'approcha de lui et arrangea sa cravate, ses mains tremblant légèrement. « Tu es magnifique, » murmura-t-elle. « Toi aussi, » répondit-il en souriant faiblement. « Et quand je reviendrai, on va terminer cette lune de miel proprement, d'accord ? » « D'accord, » acquiesça-t-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Je t'aime, Thomas, tellement. »« Je t'aime aussi, » dit-il contre ses lèvres, « plus que tout au monde. » Le capitaine Rousseau toussa discrètement. « Il est temps, monsieur Belmont, on doit partir. » Thomas se détacha à contre-cœur d'Amélie. « Je reviendrai, » promit-il une dernière fois. « Je te le jure. » Et puis il était parti, suivant le capitaine Rousseau hors de la maison, vers la voiture banalisée qui attendait. Amélie le regarda partir jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. « Viens, » dit Marc en posant doucement une main sur son épaule. « Le capitaine Rousseau a installé un système pour qu'on puisse écouter en temps réel. On va être avec lui à chaque étape. » Amélie hocha la tête et suivit Marc et Helena dans le bureau où plusieurs écrans avaient été installés. Sur l'un d'eux, elle pouvait voir Thomas dans la voiture, son profil tendu et concentré. « Il va s'en sortir, » dit Helena avec conviction. « Il doit s'en sortir. »« Il va s'en sortir, » répéta Amélie comme un mantra. « Il va s'en sortir. » Mais dans son cœur, tandis qu'elle regardait l'homme qu'elle aimait se diriger vers le danger, elle priait tous les dieux auxquels elle ne croyait pas vraiment. Priait l'univers, priait le destin. « Ramenez-le-moi, s'il vous plaît, ramenez-le-moi. » 19h15. Thomas descendit de la voiture à 2 rues du sanctuaire, comme convenu. Il devait arriver seul, sans éveiller les soupçons. Le capitaine Rousseau et son équipe étaient déjà en position, invisibles mais présents, attendant le signal.
Dans le bureau de la maison Belmont, Amélie fixait l'écran qui montrait la caméra corporelle d'un des policiers. Elle pouvait voir Thomas marcher d'un pas régulier vers le club, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid d'octobre. « Audio en ligne », annonça un technicien. « On entend tout clairement. » Le microphone capta le bruit des pas de Thomas sur le pavé, le bruissement de son manteau, les battements sourds de musique venant du club, puis sa voix, légèrement tendue mais contrôlée. « J'arrive à l'entrée, 2 gardes du corps. »« On les voit », répondit la voix du capitaine Rousseau dans son oreillette discrète. « Restez calme, tout se passe comme prévu. » Amélie entendit Thomas parler aux gardes. « Thomas Belmont, Monsieur Marchesi m'attend. » Un des gardes vérifia une liste puis hocha la tête. 2e étage, la salle privée. Le bruit de pas montant un escalier, puis une porte s'ouvrant sur une cacophonie de voix masculines, de rires, de verres qui s'entrechoquent. Thomas était entré dans l'antre du Lion. « Je compte au moins 40 personnes », murmura Thomas si doucement qu'Amélie dut tendre l'oreille. Dante est au fond de la salle, près du bar. « On confirme », dit le capitaine Rousseau. « Nous avons des visages sur surveillance. On identifie plusieurs personnes recherchées. C'est bon, Belmont, continuez. » Amélie regarda Helena, dont le visage était pâle, mais déterminé. Marc se tenait derrière elle, ses mains serrant le dossier du fauteuil d'Amélie si fort que ses jointures étaient blanches. Sur l'audio, ils entendirent la voix de Dante, chaleureuse et accueillante. « Thomas, mon garçon, je commençais à penser que tu ne viendrais pas. »« J'ai dit que je viendrais, » répondit Thomas, sa voix remarquablement stable. « J'ai pris ma décision. »« Excellent, excellent !» Le bruit d'une main claquant une épaule. « Viens, laisse-moi te présenter à mes associés. Ce sont eux qui bénéficieront de tes services. » Les minutes suivantes furent une torture. Amélie écoutait Thomas faire la conversation avec des criminels, accepter des verres qu'il ne buvait probablement pas, rire à des blagues qu'il ne trouvait sûrement pas drôles. Il jouait son rôle à la perfection, l'homme d'affaires confiant acceptant une proposition lucrative. Puis Dante l'entraîna vers un coin plus calme de la salle. « Alors parlons affaires. Tu as les détails de tes comptes bancaires ?»« Oui, » répondit Thomas. « Mais avant de continuer, j'ai besoin de comprendre exactement ce que tu attends de moi. Tu parles de « faciliter des transactions ». Soyons clairs sur ce que ça signifie. » Amélie sentit son cœur bondir. Thomas le poussait, essayant d'obtenir un aveu explicite. « Tu sais très bien ce que ça signifie, » dit Dante avec un rire. « L'argent de mes opérations, la drogue, principalement, un peu de trafic d'armes, arrive sale. Tu le fais passer par tes entreprises légitimes, il ressort propre. Simple et efficace. C'est du blanchiment d'argent, » dit Thomas lentement, comme s'il voulait être sûr de comprendre. « C'est des affaires, » corrigea Dante, « et tu seras très bien payé pour tes services. 10% de tout ce qui passe par tes mains. Ça représente facilement 500 000 € par mois. 6 millions par an, calcula Thomas. En 2 ans, j'aurai remboursé ma dette et gagné plus. Exactement. Tu vois, je ne suis pas déraisonnable. Je récompense la loyauté. » La voix de Dante devint plus dure. « Mais je punis aussi la trahison. Tu te souviens de Margot Chevalier ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans le bureau, Amélie porta une main à sa bouche. « Je me souviens, » dit finalement Thomas, sa voix tendue. « Les freins de sa voiture qui lâchaient comme ça, quelle tragédie !» continua Dante, d'un ton faussement compatissant. « Bien sûr, si elle n'avait pas fouillé dans mes affaires, rassemblé des preuves contre moi, planifié d'aller voir la police, eh bien elle serait probablement encore en vie aujourd'hui. »« Tu l'as tuée, » dit Thomas, « et ce n'était pas une question. »« J'ai résolu un problème, » répondit Dante froidement. « Tout comme j'ai résolu le problème de ma fille ingrate et de sa petite famille. Tu vois, Thomas, les gens qui me trahissent ne vivent pas longtemps, ni leurs proches. Alors maintenant que tu connais les règles, es-tu prêt à signer notre accord ?»« Il l'a dit, » siffla Marc. « Il a admis les meurtres. »« On y va, » annonça le capitaine Rousseau. « Toutes les unités en position. Attendez mon signal. » Sur l'audio, Thomas parlait d'une voix étrangement calme. « Oui, je suis prêt. Mais je pense qu'on devrait discuter de ça en privé. Il y a trop de monde ici. » Le signal. C'était le signal. « Go, go, go !» cria le capitaine Rousseau. Soudain, tout devint chaos. Des cris, des bruits de course, des ordres hurlés. « Police, ne bougez plus! Main en l'air !» Et puis un coup de feu. Un seul. Sec. Final. Le cri d'Amélie déchira la pièce. « Thomas !» L'audio devint confus. Des cris, des jurons, des ordres contradictoires. Puis la voix du capitaine Rousseau urgente. «
Agent à terre, j'ai besoin d'une ambulance, maintenant. Non, 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 sanglotait Amélie, se levant d'un bond, prête à courir vers le club. Marc la retint, la tenant fermement malgré ses efforts pour se libérer. On ne sait pas encore, dit-il, sa propre voix tremblante. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Attends, Amélie, attends. Belmont est touché, dit une voix à la radio. Épaule droite. Il est conscient. Je répète, il est conscient. Amélie s'effondra dans les bras de Marc, pleurant de soulagement et de terreur mêlée. Touché mais conscient, vivant. Les 20 minutes suivantes furent un cauchemar. Ils entendaient des bribes de conversation, des suspects arrêtés, Dante menottés et emmenés, des ambulances arrivant. Mais rien de Thomas directement. Puis enfin, son téléphone sonna. Amélie décrocha si vite qu'elle faillit le faire tomber. Amélie, la voix de Thomas, faible mais reconnaissable. Mon amour, je vais bien. Tu as été touché, sanglota-t-elle. Ils ont dit que tu avais été touché. C'est superficiel, insista-t-il, bien qu'elle puisse entendre la douleur dans sa voix. La balle a juste effleuré mon épaule. Je vais bien, je te promets. Ils m'emmènent à l'hôpital par précaution, mais je vais bien. Qui a tiré? Dante. Quand il a réalisé que je le trahissais, il a sorti une arme. Mais un des policiers l'a neutralisé avant qu'il ne puisse tirer de nouveau. C'est fini, Amélie. C'est vraiment fini. Hôpital Saint-Louis? Demanda-t-elle, enfilant déjà son manteau. Oui, mais ne conduis pas. Tu trembles trop. Le capitaine Rousseau envoie quelqu'un te chercher. J'arrive, promit-elle. Je serai là dans quelques minutes. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et Amélie, je te l'avais promis. Je suis revenu. 15 minutes plus tard, Amélie courait dans les couloirs de l'hôpital, Marc et Elena sur ses talons. Une infirmière les dirigea vers une salle d'examen au 2e étage. Thomas était assis sur un lit d'hôpital, torse nu, son épaule droite bandée. Son visage était pâle, marqué par la douleur et l'épuisement. Mais quand il vit Amélie entrer, son visage s'illumina. « Salut !» dit-il avec un sourire faible. Amélie se jeta dans ses bras, prenant soin d'éviter son épaule blessée, pleurant contre sa poitrine. « Tu es en vie, tu es en vie. Je te l'avais promis, » murmura-t-il dans ses cheveux, la serrant contre lui de son bras valide. « Je t'avais promis que je reviendrais. » Le médecin entra, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un sourire rassurant. « Vous devez être Madame Belmont. Votre mari a beaucoup de chance. 1 centimètre de plus, et la balle aurait touché l'artère. Mais c'est une blessure superficielle. Quelques points de suture, des antibiotiques, et il sera comme neuf dans quelques semaines. Il peut rentrer à la maison? Demanda Amélie. Cette nuit, je préfère le garder en observation. Mais demain matin, absolument. Le capitaine Rousseau apparut dans l'embrasure de la porte. Je peux entrer? Bien sûr, dit Thomas. La capitaine entra, l'air satisfait mais fatigué. 43 arrestations ce soir. Dante Marchesi, tous ses lieutenants, la moitié de son organisation. Et grâce à l'enregistrement que vous avez obtenu, Monsieur Belmont, nous avons des aveux clairs pour au moins 3 meurtres, plus le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, l'extorsion. Dante ne verra plus jamais la lumière du jour. Et Thomas, demanda Amélie, son immunité? Complète et totale, assura la capitaine. Rien de ce qu'il a fait dans le passé ne pourra être utilisé contre lui. Officiellement, Thomas Belmont est un héros qui a aidé à démanteler l'une des plus grandes organisations criminelles de France. Je ne suis pas un héros, dit Thomas doucement. J'ai juste fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Peut-être, concéda la capitaine. Mais vous l'avez fait quand même, et ça compte. Elle se tourna vers Elena. Mademoiselle Marchesi, ou devrais-je dire Laurent, vous aussi vous avez été instrumental dans cette opération. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à obtenir officiellement une nouvelle identité, à recommencer complètement. Elena hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci. Pour ma Léa, pour mon mari, pour toutes les victimes de mon père. Merci. La capitaine sourit et serra son épaule. Je vous laisse. Reposez-vous, monsieur Belmont, vous l'avez mérité. Après son départ, ils restèrent tous les 4 dans la petite salle d'examen. Thomas sur le lit, Amélie blottie contre lui, Marc et Elena debout près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des jours, depuis ce qui semblait être une éternité, ils pouvaient enfin respirer. « C'est vraiment fini ?» demanda Amélie, comme si elle n'osait pas y croire. « C'est vraiment fini », confirma Thomas en l'embrassant sur le front. « On est libre, mon amour, enfin libre !» Marc leva une bouteille d'eau qu'il avait trouvée. « À la liberté et au nouveau départ. »« Au nouveau départ », répétèrent-ils tous ensemble. Et tandis que la nuit s'installait sur Paris,
4 personnes brisées par le passé osaient enfin croire en l'avenir. À 6 mois plus tard, le soleil de printemps inondait la terrasse du petit café de Montmartre où Amélie était assise, un livre ouvert devant elle qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle préférait observer la rue animée, les artistes installant leurs chevalets sur la place, les touristes prenant des photos du Sacré-Cœur, la vie parisienne qui continuait son cours, indifférente au drame qui se jouait dans l'ombre. Un café crème et un croissant pour madame, annonça Thomas en posant le plateau sur la table. Il s'assit à côté d'elle, grimaçant légèrement, en bougeant son épaule droite. Elle guérissait bien, mais les jours de pluie, elle le faisait encore souffrir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en prenant sa tasse. « Bien, » répondit Thomas avec un sourire. « L'avocat dit que la vente de l'hôtel particulier devrait être finalisée la semaine prochaine. Avec cet argent et la liquidation des autres propriétés, on aura largement de quoi recommencer. » Ils avaient pris la décision de tout vendre. La grande maison du 16e, les voitures de luxe, tout ce qui portait la marque de la vie que Thomas avait construite avec l'argent de Dante. C'était important pour eux de repartir sur de nouvelles bases, propres cette fois. « Et l'appartement que tu as visité hier ?» demanda Amélie. « Parfait, » dit-il avec enthousiasme. 3 pièces dans le Marais, beaucoup de lumière, une petite terrasse avec vue sur les toits. C'est modeste comparé à ce qu'on avait, mais c'est à nous, termina Amélie en souriant. Vraiment à nous, sans ombre ni mensonge. J'ai hâte de le voir. Thomas prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Ces 6 derniers mois avaient été une période de reconstruction, de leur vie, de leur confiance, de leur amour. Il n'y avait plus de secret entre eux. Thomas lui racontait tout, même les petites choses, comme s'il avait besoin de prouver constamment qu'il avait changé. Et il avait changé. Amélie le voyait dans la façon dont il dormait maintenant, paisiblement sans les cauchemars qui le hantaient avant. Elle le voyait dans son sourire, plus léger, plus libre. Elle le voyait dans ses yeux quand il la regardait, sans l'ombre de culpabilité qui était toujours présente auparavant. « Marc a appelé ce matin, » dit Thomas. « Il veut qu'on vienne dîner ce week-end. Il a quelque chose à nous annoncer. Une bonne nouvelle, j'espère ?»« Je pense que oui, » répondit Thomas avec un sourire mystérieux. Il avait l'air étrangement heureux et nerveux. Amélie rit. « Marc, nerveux? Ça doit être sérieux alors. » Ils avaient vu Marc régulièrement ces derniers mois. Son amitié avec Thomas était restée forte, peut-être même renforcée par tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Et Amélie avait remarqué que Marc et Helena passaient beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. « Tu penses que lui et Helena ?» commença-t-elle. « Je pense que oui, » confirma Thomas. « Et je pense que c'est bien. Ils ont tous les deux besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'ils ont vécu, quelqu'un qui peut les aider à guérir. Comme nous, » dit doucement Amélie. « Comme nous, » acquiesça Thomas en l'embrassant tendrement. Le téléphone d'Amélie vibra. Un message de sa mère. « On vient toujours pour le déjeuner dimanche? J'ai hâte de voir ta nouvelle coiffure. » Amélie sourit. Sa famille avait été remarquablement compréhensive quand elle et Thomas leur avaient expliqué ce qui s'était passé, du moins une version édulcorée. Ils savaient que Thomas avait eu des problèmes avec un criminel, qu'il avait coopéré avec la police, que tout était réglé maintenant. Les détails les plus sordides, ils les avaient gardés pour eux. « Maman demande pour dimanche, » dit-elle. « J'ai hâte, » répondit Thomas sincèrement. « Ta mère a promis de m'apprendre sa recette de bœuf bourguignon. » Amélie le regarda avec affection. Thomas avait gagné le cœur de sa mère ces derniers mois, en étant présent, attentif, en l'aidant avec les petites réparations dans son appartement, en l'écoutant parler de son travail à l'hôpital. Il construisait la famille qu'il n'avait jamais eue. « J'ai quelque chose pour toi, » dit soudainement Thomas, sortant une petite boîte de sa poche. « Thomas, ce n'est pas mon anniversaire, » protesta Amélie. « Je sais, mais j'ai vu ça, et j'ai pensé à toi. » Il ouvrit la boîte pour révéler un pendentif délicat, une petite clé en argent ornée d'une minuscule pierre bleue. « C'est magnifique, » souffla Amélie. « Lis l'inscription, » dit Thomas doucement. Elle retourna le pendentif, gravé en petites lettres. « Tu m'as libéré, T. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. « Thomas, c'est vrai, » dit-il en attachant le collier autour de son cou. « Avant toi, j'étais prisonnier, de mon passé, de ma culpabilité, de mes mensonges. Tu m'as montré qu'il était possible d'être libre, d'être honnête, d'être aimé malgré toutes mes erreurs. Tu m'as libéré aussi, » murmura Amélie. « Tu m'as montré que j'étais plus forte que je le pensais, que je pouvais affronter n'importe quoi tant que je n'étais pas seul. » Ils s'embrassèrent, insensibles au regard des autres clients du café,
perdus dans leur propre monde. « J'ai parlé à la bibliothèque, » dit Amélie quand ils se séparèrent. « Ils ont un poste d'archiviste senior qui se libère le mois prochain. Le salaire est meilleur et je travaillerai sur les manuscrits médiévaux, mon domaine préféré. »« C'est fantastique !» s'exclama Thomas. « Tu vas postuler ?»« Déjà fait. L'entretien est la semaine prochaine. » Elle hésita. « Et toi, tu as réfléchi à ce que tu voulais faire ?» Thomas avait décidé de ne pas reconstruire son empire d'entreprise. C'était trop lié à son passé, trop entaché par l'argent de Dante. Au lieu de ça, il cherchait quelque chose de différent, quelque chose de significatif. « En fait, oui, » dit-il, une lueur d'excitation dans les yeux. « Tu te souviens de ce foyer pour jeunes sans-abri près de la gare du Nord, celui où je faisais du bénévolat ? Oui. Le directeur m'a proposé un poste à temps plein, coordinateur des services pub et sociaux. Je travaillerai avec les jeunes, les aiderai à trouver du travail, à reprendre leurs études, à reconstruire leur vie. » Il la regarda avec incertitude. « Le salaire est ridicule comparé à ce que je gagnais avant, mais ça me semble juste, tu comprends ? Aider des gens qui étaient comme moi, leur donner la chance que Dante m'a donnée, mais pour les bonnes raisons cette fois. » Amélie sentit son cœur déborder d'amour. « C'est parfait, Thomas. Absolument parfait. Tu es sûr ? Parce qu'avec nos 2 salaires, on ne sera jamais riche. On ne pourra pas s'offrir de grandes vacances ou... »« Je me fiche d'être riche, » l'interrompit Amélie. « Je me fiche des grandes vacances. Tant que je t'ai, tant qu'on construit quelque chose de vrai ensemble, c'est tout ce qui compte. » Thomas sourit, ce sourire magnifique et libre qu'elle aimait tant. « Comment ai-je pu avoir autant de chance ? On a tous les deux eu de la chance, » corrigea-t-elle. « Malgré tout, les mensonges, les dangers, la peur, on s'est trouvés et on a survécu. » Ils terminèrent leur café en silence, savourant la chaleur du soleil et la simplicité du moment. Dans quelques jours, le procès de Dante commencerait. Thomas devrait témoigner, revivre tout le cauchemar devant une cour. Mais ils affronteraient ça ensemble, comme ils avaient affronté tout le reste. « Tu sais ce dont j'ai envie ?» dit soudainement Amélie. « Quoi ? De cette lune de miel que tu m'avais promise. Pas quelque chose d'extravagant. Juste nous 2, quelque part de calme, loin de Paris. »« J'ai exactement l'endroit, » dit Thomas, ses yeux s'illuminant. « Un petit village dans le sud, près de Provence. Une amie de ma mère y avait une maison. Elle est abandonnée maintenant, mais j'ai gardé la clé. C'est isolé, paisible, avec un jardin de lavande et une vue sur les montagnes. »« Ça semble parfait, » murmura Amélie. « Quand partons-nous ?»« Dès que le procès est terminé, » promit Thomas. « 1 semaine, juste nous 2. On pourra marcher dans les collines, lire dans le jardin, faire l'amour sous les étoiles, recommencer notre mariage comme il aurait dû commencer. »« J'ai hâte, » dit Amélie, en posant sa tête sur son épaule. Ils restèrent assis là pendant encore 1 heure, regardant Paris vivre autour d'eux. Des couples passaient, main dans la main, des enfants couraient en riant, des vieux messieurs jouaient aux échecs sur la place. La vie, dans toute sa beauté ordinaire. « Amélie ?» dit Thomas après un long silence. « Oui, merci pour tout, pour m'avoir cru quand tu aurais dû me détester, pour être resté quand tu aurais dû partir, pour m'avoir montré qu'il était possible de recommencer. Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit-elle en levant les yeux vers lui. « Je t'aime. C'est aussi simple que ça. Je t'aimais quand je croyais que tu étais parfait, et je t'aime maintenant que je sais que tu ne l'es pas. Parce que personne n'est parfait, Thomas. On est juste des gens imparfaits qui essaient de faire de leur mieux. Des gens imparfaits, répéta-t-il avec un sourire. J'aime ça. » Ils se levèrent finalement, laissant quelques euros sur la table, et commencèrent à marcher dans les rues de Montmartre. Ils n'avaient nulle part où aller en particulier, aucun agenda pressant. Pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient simplement exister, profiter du moment présent sans regarder par-dessus leur épaule. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Amélie alors qu'ils descendaient les escaliers vers le métro. « Notre histoire a commencé dans une librairie, avec un livre de poésie. J'aimerais savoir lequel c'était. » Thomas s'arrêta net, la faisant presque trébucher. « Attends, je me souviens. C'était un recueil de Paul Éluard. Tu lisais « Liberté » et tu riais à un passage spécifique. « J'écris ton nom », se souvint Amélie, les larmes montant à ses yeux. Le poème sur la liberté, comme c'est approprié. « Viens », dit Thomas en changeant brusquement de direction. « La librairie n'est pas loin d'ici. Allons voir s'ils ont toujours le livre. » Ils trouvèrent la librairie facilement. C'était là que leur histoire avait vraiment commencé, même s'ils ne le savaient pas à l'époque. L'endroit n'avait pas changé. Les mêmes étagères croulant sous les livres, la même odeur de papier ancien et de café,
la même lumière douce filtrant à travers les vitraux. Thomas trouva le livre rapidement, comme s'il savait exactement où chercher. Il l'ouvrit à la page qu'Amélie lisait ce jour-là et lut à voix haute. « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre, et les arbres, sur le sable, sur la neige. J'écris ton nom, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre. J'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Amélie sentait les larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes heureuses cette fois. « C'est nous, » murmura-t-elle. « C'est notre histoire. Tu as recommencé ta vie, et ensemble, on a trouvé la liberté. » Thomas ferma doucement le livre et le porta au comptoir. « On le prend, » dit-il au libraire. Dehors, le soleil commençait à décliner, peignant Paris en nuances de rose et d'or. Ils marchèrent lentement vers leur nouvelle maison temporaire, un petit appartement qu'ils louaient en attendant que leur propre appartement soit prêt. « Thomas ?» dit Amélie alors qu'ils approchaient. « Oui, je pense que je suis prête maintenant. Pour tout. Pour reconstruire notre vie, pour créer de nouveaux souvenirs, pour oublier le cauchemar et nous concentrer sur le rêve. Moi aussi, » répondit-il en s'arrêtant pour la prendre dans ses bras. « Je pense que pour la première fois de ma vie, je suis vraiment prêt à être heureux. Alors soyons heureux, » dit simplement Amélie. Ensemble. Ils s'embrassèrent là, sur le trottoir, tandis que Paris s'illuminait autour d'eux. Et dans ce baiser, il y avait tout, le pardon, l'amour, l'espoir, la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, un jour à la fois. Leur nuit de noces avait été un désastre. Mais leur vie, leur vraie vie, celle fondée sur la vérité et l'honnêteté, ne faisait que commencer. Et c'était parfait. Épilogue. 2 ans plus tard. La petite maison en Provence était exactement comme Thomas l'avait décrite. Isolée, paisible, entourée de champs de lavande qui ondulaient dans la brise estivale. Amélie se tenait sur la terrasse, une main posée sur son ventre arrondi, regardant Thomas jouer avec Elena et Marc dans le jardin. Elena avait épousé Marc l'année précédente, une petite cérémonie intime à laquelle seuls les amis les plus proches avaient été invités. Elle avait changé de nom officiellement, laissant derrière elle le nom Marchesi pour toujours. Elle travaillait maintenant comme conseillère pour une organisation qui aidait les victimes de crimes organisés, utilisant son expérience douloureuse pour aider les autres. Marc avait ouvert son propre cabinet de conseil, aidant les petites entreprises à se développer. Il était heureux, épanoui, et regardait Elena comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. « Maman va bientôt servir le dîner !» cria Amélie. Sa mère était à l'intérieur préparant son fameux bœuf bourguignon, refusant toute aide malgré ses protestations. Thomas monta les escaliers vers elle, l'embrassant doucement. « Comment tu te sens ?»« Heureuse » répondit-elle simplement. « Fatiguée mais heureuse. Encore 3 mois, dit-il en caressant son ventre. Et notre petite Margot sera là. » Ils avaient décidé d'appeler leur fille Margot, en mémoire de la femme qui avait aidé Thomas à trouver le courage de changer. Elena avait pleuré quand il le lui avait annoncé, disant que c'était parfait. « Tu penses qu'elle aurait approuvé ?» demanda Amélie. « Je pense qu'elle aurait été heureuse, » répondit Thomas. « Elle voulait que je trouve la paix, que je construise une vie dont je pourrais être fier. Et regarde ce qu'on a maintenant. » Amélie regarda autour d'elle. Les amis riant dans le jardin, sa mère chantant dans la cuisine, le bébé bougeant dans son ventre, l'homme qu'elle aimait à ses côtés. C'était si différent de ce qu'elle avait imaginé le jour de son mariage, quand elle pensait épouser un millionnaire mystérieux. La réalité était bien meilleure, parce que c'était réel, c'était honnête. C'était construit sur la vérité, pas sur les mensonges. « Je t'aime, dit-elle à Thomas. Pour toujours, répéta-t-il en l'embrassant. Et tandis que le soleil se couchait sur la Provence, peignant le ciel de couleurs impossibles, Amélie Belmont sut avec certitude qu'elle était exactement où elle devait être. Le cauchemar était terminé. Le rêve ne faisait que commencer. Fin.